Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine a donné lieu à un déluge de propagande dans les médias du système. Refusant de voir les racines du conflit, de l'inquiétude russe face à l'avancée des bases américaines de l'OTAN, aux vexations meurtrières subies par les populations russophones du Donbass, les médias n'avaient qu'une seule phrase vissée à la bouche: la Russie ne doit pas gagner. La belle affaire. Cette phrase incantatoire a fait l'impasse sur tout. À commencer par la nécessité première de réinstaurer la paix. Des gamelins de plateau télé ont péroré sur la situation sur le front qu'ils n'ont jamais côtoyé. Le président Poutine, il est comme Gros Minet, il est là, cette fois-ci je vais me le faire. L'amplitude des erreurs stratégiques commises par le régime Poutine. Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de percer. Ils se sont trop entêtés selon vous ? C'est mon sentiment, oui. Ils ont menti sur les pertes humaines colossales subies par l'Ukraine. Ils ont menti sur l'issue inéluctable de ce conflit. Et ils viennent aujourd'hui imputer leur échec aux combattants ukrainiens qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'OTAN. Sur TVL, nous avons donné la parole à des experts qui connaissent la situation sur le terrain et qui ne récitent pas les lubies atlantistes dont certaines chaînes d'information en continu font désormais leur fonds de commerce. Qui a dénoncé cette boucherie fratricide depuis plus de 600 jours ? TVL, qui a relaté ces négociations anéanties par le Britannique Boris Johnson en mars 2022 ? TVL, qui a expliqué dès le commencement en 2014, pas en 2022, que l'Ukraine était devenue le malheureux nouveau terrain de jeu américain, son proxy, pour nuire à la Russie, tout en affaiblissant l'Europe. TVL. Sur TVL, nous avons fait le choix de relayer ni la parole de Washington, ni la parole de Moscou. Sur TVL, nous donnons la parole à la paix. Car sans vérité, il n'y a point d'issue. Sans vérité, il n'y a point de liberté. Mais cette liberté, vous le savez, elle a un prix. Alors pour continuer de vous informer avec honnêteté, j'ai besoin de votre soutien et TVL a besoin de vous et de votre don. Alors aidez TV Liberté, je compte sur vous. Philippe de Saint-Robert, bonjour. Bonjour Paul-Marie. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre avec De Gaulle ? Enfin, ces rencontres, parce qu'il y en a eu d'autres ensuite. Parce que je lui avais adressé mon premier livre qui était Le jeu de la France, voilà, qui était un livre sur sa politique étrangère en fait, et il m'avait répondu, et en post-scriptum, il avait mis « Je vous lis souvent dans les feuilles, vous y êtes d'accord avec vous-même », ce qui était assez drôle, parce que ça correspondait au fait qu'à l'époque, dans Combat, quelquefois, je m'en prenais un peu à Georges Pompidou, qui était son Premier ministre, et que je soupçonnais de ne pas être suffisamment ouvert à sa politique de participation en particulier. Voilà. Mais racontez-nous les rencontres, parce qu'il y en a eu plusieurs, du jeune étudiant ou du jeune journaliste que vous étiez à l'époque, avec le général de Gaulle. C'était impressionnant quand on a 25 ou 30 ans. À la suite de ce livre et de cette lettre qu'il m'a écrite, et il m'a fait inviter à une réception un soir à l'Élysée, qui était, si je me souviens bien, en l'honneur du président de la République turque. C'était 66, 67. C'était 67. 67. Et quand on est passé pour saluer, il m'a dit je vous ai écrit sur votre livre, nous en reparlerons quand vous viendrez me voir. Donc ça voulait dire qu'il fallait que j'aille le voir. Une invitation. Voilà, c'était une invitation, voilà. Une invitation à vous faire inviter. Enfin bon, bref, vous voilà devant ce grand homme. Oui, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai eu l'impression que vous n'étiez pas intimidé. Si, très intimidé. Mais voilà, j'ai retranscrit tout ça dans un autre livre qui est paru beaucoup plus tard, qui s'appelle Les Septennats interrompus. Voilà.
où je parlais de mes rencontres avec le général et avec Georges Pompidou. Voilà. Parce que je me suis un peu réconcilié avec Georges Pompidou, qui lisait tout ce que j'écrivais lui aussi dans Combat, qui était très, très sensible à ce qu'on écrivait. Les successeurs s'en fichaient. Mais lui, il était très sensible à cela. Et il avait demandé à Edmond Michelet, que je connaissais bien, de m'approcher. Voilà. Et donc, il m'avait invité, après qu'il ait été élu président de la République, à venir le voir à l'Élysée avec Edmond Michelet. Et on a là aussi lié un certain nombre de rencontres que j'ai racontées dans les Septennats interrompus, qui étaient très intéressantes. Mais à l'époque, je gardais tout ça pour moi. Je n'en parlais pas dans la presse, j'étais très discret. Je n'en ai parlé qu'après. Après la mort du général. Oui, et de Pompidou. Et de Pompidou. Oui, voilà. C'est-à-dire 70 pour le général, 74 pour Pompidou. Oui. Mais restons un peu sur ça me fait rêver un peu cette entrevue entre le vieux président et le jeune homme que vous étiez. Il recevait tout de même pas mal de Gaulle. Enfin, je veux dire, il n'était pas enfermé dans sa tour d'ivoire, comme on a dit qu'il l'était. Non, pas du tout. Il voyait d'abord, tous les compagnons de la Libération pouvaient venir le voir quand ils voulaient. Quand il voulait. Oui, oui. Il était reçu automatiquement. Puis il voyait un tas de gens, il voyait des... Voilà. Mais il y en a qui ne voulaient pas voir aussi. Voilà. Par exemple. Je crois que, par exemple, Jean-Raymond Tournoux, qui avait écrit des trucs qui avaient indisposé le général, oui. a mis beaucoup de temps à être à nouveau reçu. Et il ne l'a pas été parce que le général est parti avant qu'il ait pu enfin regagner l'antichambre. Avant 69, Ouais, donc. ouais. Mais vous n'aviez pas d'engagement politique à ce moment-là. J'écrivais dans Notre République. Alors, Notre République veut dire ce qu'est ce journal important Oui, ce qu'on a appelé les gaullistes de gauche. C'est le journal de René Capitan, de Louis Vallon, de Léo Hamon, et qui était à l'époque, qui avait d'abord été dirigé par Jean-Michel Royer, puis par Frédéric Grindel, voilà, et qui se distinguait un peu du reste du courant gaulliste incarné par l'UNR, Oui. parce que il avait été le premier partisan de l'indépendance de l'Algérie, et ensuite de la participation, qui ne plaisait pas du tout à la droite gaulliste. Et à Pompidou. À Pompidou, qui considérait que la participation consistait à mettre des soviets dans les usines. Il avait dit ça. Oui, et Michel Debré aussi était contre, enfin, les gaullistes institutionnels de l'UNR étaient contre la participation. On s'aperçoit à vous dire que De Gaulle n'était pas toujours obéi. L'Élysée n'était pas toujours suivi par Matignon. Non, absolument, oui. Absolument. Et d'ailleurs, c'est dans l'esprit de cette participation, je crois, que le général a voulu faire l'ultime référendum qui a été négatif. Voilà. Mais alors, comment l'avez-vous vu, ce référendum? La question était très mal posée. Oh bah ça, c'est Jeanneney. C'est Jeanneney qui a fait un texte illisible. Oui. Bon, voilà, c'est tout. Mais c'était le drame, c'était l'histoire du Sénat. C'est-à-dire que le Sénat représentant toutes les collectivités locales... Les notables et les notoires. Oui, et dans la réforme, le Sénat n'était pas supprimé, mais il était transformé en autre chose, et les électeurs du Sénat tel qu'il existait étaient évidemment opposés à cette transformation. C'est-à-dire les maires, les conseillers généraux, et donc, dans les résultats, les notables, une campagne hostile, voilà. Ouais. Très hostile. Perdu pas si mal que ça, parce que dans une douzaine de départements, le oui l'emporte avec 55%. Oui, peut-être, oui. Enfin bon, le résultat... En province, le oui l'aurait emporté, mais Paris et l'Île-de-France votent si massivement non que le non a fini par l'emporter. Mais c'était pas si mal engagé, étant donné que la partie était terrible pour le général. Il avait tout le monde contre lui. Alors, il avait la gauche, toutes les gauches, dont l'extrême droite, comme disait Malraux, en 65. Il avait Giscard d'Estaing. Il avait en sous-main Pompidou, je pense, contre lui, qui a plutôt fait voter non, au dire de plusieurs témoignages, de gaullistes de gauche notamment. Et puis, il avait toutes les ambassades. Alors, il avait contre lui l'ambassade des États-Unis, qui ne supportait pas sa politique
d'affirmation de la souveraineté française. Il avait contre lui l'ambassade d'Israël pour les mêmes raisons, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade d'Angleterre parce qu'il avait fermé la porte aux Anglais. Il avait les grandes ambassades contre lui, à l'exception peut-être de Moscou d'ailleurs. Les ambassades ne font quand même pas la politique de la France. Oh, elles influent la presse, non? Oui. Elles influencent la presse, non? Peut-être, oui. Oui. Certaines, oui. Oui, par exemple. Passons. Vous avez écrit un livre contre l'influence allemande, on en y reviendra, qui a pour titre une phrase de Willy Brandt, ne réveillons pas les chiens endormis. Oui, oui. Vous avez écrit un livre plus tard contre l'influence de l'Allemagne sur la politique française. Willy Brandt était très opposé à la France. Oui. Il agaçait beaucoup Pompidou. Pompidou ne supportait pas Willy Brandt. Et il avait dit, ne réveillons pas les chiens endormis. Oui, les chiens endormis, oui, c'était, et ça nous a valu un très beau livre. Il n'est pas sur cette table, mais c'est un de vos ouvrages que l'on a dit un peu pamphlétaire. Oh. Vous vous êtes senti pamphlétaire un jour? Non, pas du tout. Georges Bernanos disait, quand on me traite de pamphlétaire, j'ai l'impression qu'on me traite de vieux dégoûtant. Bon, alors revenons à Pompidou. Comme gaulliste de gauche, nous n'irons pas à Lille, c'est le fameux article de Notre République refusant d'aller au congrès UNR pour marquer une différence avec la politique de Georges Pompidou. C'était Louis Vallon. Louis Vallon avait une détestation de Georges Pompidou qui était peut-être un peu excessive. C'est-à-dire que c'était des hommes qui s'étaient très bien connus et fréquentés pendant la traversée du désert, et puis comme souvent, les vieilles amitiés, ça tourne mal, et Louis Vallon ne supportait pas Pompidou, et quand le général a remanié le gouvernement Pompidou après les événements de mai 68, il a dit à Pompidou de prendre Louis Vallon, et Pompidou lui a dit « Ah non, pas celui-là ». Donc il a dû prendre... il a pris Capitan à la place, voilà. René Capitan, professeur de droit... Mais alors, qu'est-ce qu'ils avaient de gauche, ces gaullistes de gauche? C'était la question de la participation, mais... En particulier. La gaulliste de gauche était acquis depuis toujours à l'idée de l'indépendance de l'Algérie, ce qui n'allait pas du tout avec les autres gaullistes qui, au début, étaient encore dans l'idée de l'Algérie française, qui ont mis un certain temps à avaler l'évolution du général, enfin, les choix du général, voilà. Michel Debré était un fanatique de l'Algérie française. Et pourtant, comme Premier ministre, il l'a mené à son terme. Ah ben oui, mais il a été fidèle au général, mais dans la douleur. Dans la douleur. Oui. Alors là, j'ai une objection à vous faire à propos des gaullistes de gauche, que je ne vous ai jamais faite, je crois, mais je l'ai gardée dans un coin de mon cerveau. Vous dites l'Algérie et la participation. C'était deux points qui distinguaient les gaullistes de gauche. Mais est-ce que je peux vous faire une objection de fond, là, cette fois? Que ce soit la question algérienne ou celle de la participation, votre opposition référait beaucoup à ce que j'appelais tout à l'heure la politique capétienne, car après tout, c'est plutôt, c'est-à-dire à la lecture monarchiste que les monarques avaient donnée de notre politique, qui n'était pas une politique coloniale. C'est la République qui a colonisé. Oui. Et en cela, le général de Gaulle, en ce qu'il a, pour l'Afrique noire d'abord, l'Algérie ensuite, décolonisé, a suivi une pente monarchiste. D'ailleurs, rappelons que Breuil, le chef de l'opposition dans les années 1870 et 1880, monarchiste, était opposé au crédit de colonisation en disant on n'a rien à faire dans ces pays-là. C'est la République qui, au nom de la supériorité de la civilisation française, de la Révolution française, des droits de l'homme, des Lumières, etc., se sont mis à coloniser. Donc quand De Gaulle, d'inspiration monarchiste, puisqu'il a lu l'Action française, sa sœur en a témoigné jusqu'en 1938, décolonise, il est fidèle à la tradition capétienne. Oui, mais en même temps, il n'est pas contre ce qu'on a fait. Il n'aurait pas dit, comme les imbéciles d'aujourd'hui, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il n'aurait jamais dit une chose pareille. Je crois voir qui vous visez, oui. Non, moi non plus. Mais il n'aurait pas dit des bêtises de ce genre. C'était un acquis. Le général, il considérait que les acquis étaient des acquis, mais qu'il fallait évoluer et changer. Oui. Et il était... Je sais que Maurice Clavel, à l'époque, me l'a dit, que même quand il est revenu
en 58, au fond, dans son esprit, il savait déjà que l'Algérie allait vers l'autodétermination. Mais il ne pouvait pas le dire tout de suite. Enfin, mais il le savait déjà, je crois qu'il l'a même dit à Clavel. Oui, il l'a dit à son beau-frère aussi. Il a dit à plusieurs personnes. Il a dit, mais non, c'est pas possible tout ça, de garder l'Algérie. Parce qu'il voyait bien les problèmes démographiques que ça poserait. Et Il a dit à Jacques Vendroux aussi. oui, non, mais c'est très très clair. Et alors pareil sur l'autre volet, la participation, c'est pareil. La participation, c'était le grand projet du dernier monarque qui aurait pu régner, c'est-à-dire Chambord, le duc de Chambord. La participation, telle que De Gaulle en a repris le projet, était à peu près directement inspirée du programme du comte de Chambord, qui a refusé de régner après 1870. Mais c'était une vieille idée, reprise d'ailleurs par l'Action française. L'Action française, dans les années Vaugeois, par exemple, dans les années 1910, 1920, reprenait le terme de la participation. Oui. Donc je ne vois pas ce que ça a de gauche, ou en tous les cas c'est d'inspiration très monarchiste, aussi bien la décolonisation que la participation. C'est ni de gauche ni de droite. C'est ça. Il y a un petit livre du comte de Paris qui est paru avant la guerre qui s'appelait Le Prolétariat. Oui. Un tout petit livre qui est Oui. très intéressant à lire. Mais évidemment, en même temps, ils étaient très influencés par le corporatisme, par l'idée corporatiste de la Tour du Pin, etc. Oui. Du catholicisme social. Oui, c'est ça, voilà. C'était ça. Albert Demain, etc. Voilà. Le général était imprégné de tout ça. Et en même temps, ça a été remis à la mode, si j'ose dire, du temps du général, par Louis Vallon et Michel Loichaud, qui était un industriel. Un industriel, un entrepreneur qui avait construit toute une idée là autour de ça. Et un jour, Louis Vallon a réussi à faire passer un amendement auquel le Premier ministre de l'époque, je ne sais plus, je crois que c'était encore Debré, n'a rien vu, et qui était l'amendement Vallon, qui était vraiment pour inscrire la participation. Oui. Et c'est ce qui a engendré un conflit interne au gaullisme à l'époque. Voilà. Oui, parce qu'il y avait les chefs d'entreprise Oui. et les syndicats qui ne l'entendaient pas de cette Alors, oreille, oui, parce oui, qu'ils oui, voulaient garder leur monopole les uns et les autres C'est ça, de la voilà, décision. voilà. Contre les ouvriers. en C'est réalité. ça, voilà. Et De Gaulle disait, on fera la participation comme on a fait la réforme agraire. Oui. Tôt ou tard, il faudra bien partager le pouvoir dans les entreprises. Oui, c'était ça. C'était ça. On en est loin. Oui. Alors après, d'autres successeurs ont repris à leur compte le mot, mais pas la chose, avec l'intéressement. Oui. Mais c'est-à-dire l'intéressement, c'est pas la une participation. redistribution des C'était déjà un point de départ. Ça, c'est la version baladure. C'est la version plus que molle, oui. Oui. Vous avez voté pour Pompidou, il était président de la Oui, République. oui, donc alors, Et comment le rencontrez-vous? Parce que lui aussi, vous allez le voir à l'Élysée. Tout le monde, il vous fait venir à l'Élysée plusieurs fois. C'est Edmond Michelet. C'est-à-dire que au moment de la campagne électorale du second tour, je lui avais envoyé un petit mot pour lui dire que je voterais pour lui, même si ça ne me réjouissait pas. Voilà. Et il m'avait répondu en me disant que ça ne le réjouissait pas non plus, soi-disant, et que, voilà, enfin, qu'il ferait ce qu'il pourrait. Et puis, donc, ça a été publié, tout ça. Et donc... Ça a été publié dans un livre qui s'appelle Le secret des jours, qui reprend Oui, je crois notamment, mais augmente beaucoup, Oui. les septennats interrompus de Voilà, 77. voilà. Celui-ci étant de 95. Oui, oui, voilà. C'est un peu votre maître livre, enfin, comme il y a une quinzaine d'autres. Oui, bon. Je voudrais pas Alors, qu'il les efface. il m'a invité à déjeuner avec Edmond Michelet. Et on a fait plusieurs déjeuners avec Edmond Michelet. Et puis Edmond Michelet est mort, malheureusement, brutalement en 70, je crois. Ce qui m'a fait beaucoup de peine, parce que c'est un homme tout à fait remarquable. Et je me suis dit, bon, je verrai plus Pompidou. Ben si, il a continué à... Je lui ai envoyé des lettres. Elles ne sont pas reprises là-dedans. Elles sont dans le premier volume des Septennats interrompus. Mais dans ce volume-là, elles ne sont pas reprises. J'avais une correspondance avec lui. Et à la suite de ça, généralement, sa secrétaire me téléphonait en me disant « Le président a bien reçu votre lettre, il vous en parlera quand vous irez le voir. » Et il m'invitait à déjeuner, on parlait de tout de ça. Voilà. Ah, il vous invitait à déjeuner, lui. Ah oui, on a fait des déjeuners en tête à tête à plusieurs reprises. Mais là, je me méfie parce que je ne sais plus si c'est vous qui m'avez dit, peut-être, que Pompidou pensait qu'avec un déjeuner, on réglait tous les problèmes. C'est le général qui disait ça. Ah, c'est le général qui disait Pompidou pense qu'avec un déjeuner, on règle tous les conflits. Oui, c'est ça, voilà. C'est un peu vrai. Mais alors, dans les conversations que j'avais avec Pompidou, sur le plan de la politique étrangère, il était assez fidèle au général
sauf sur un point, qui était l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun, parce qu'il était influencé par votre grand ami Michel Jobert, qui était un anglophile à tout poil, et qui voulait absolument faire entrer les Anglais dans le marché Mon grand commun. ami, je l'ai rencontré plus tard. J'ai rencontré en 76, Michel Jobert. oui, Enfin, oui, ouais. en effet, j'avais 20 ans. Oui. Bien. Bon, alors donc voilà. Et à part l'entrée de l'Angleterre, qui a été une erreur, qui s'est d'ailleurs mal terminée. Ah, Debré avait une théorie là-dessus. Alors Michel Debré était pour, mais ça se défendait. Ah. Parce que Michel Debré disait quand les Anglais seront dans le marché commun, qu'elle allait devenir la CE, puis l'Union européenne, ils sont souverainistes. Donc ils empêcheront l'évolution vers le fédéralisme. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc même la mère Thatcher, elle a finalement un peu cédé. Ben, les Anglais ont joué un double jeu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont pris ce qui leur était avantageux Oui. et ils ont laissé filer le fédéralisme, on peut dire, la supranationalité. C'est comme quand Churchill voulait pousser la France à entrer dans la CED, Oui. et pas eux. Voilà, Voilà. le double jeu anglais. Oui, c'était bon pour nous, mais pas pour eux. Ce que le général de Gaulle appelait les anglo-saxons. Oui, ben c'était les anglo-saxons, ce sont des anglo-saxons. Oui. Il faut inclure l'Allemagne, je crois, à mon avis, dans les anglo-saxons, mais c'est un autre sujet que l'on verra développer, d'ailleurs, je m'empresse de le dire, dans un entretien avec Éric Branca, dans le dernier numéro du Nouveau Conservateur, paru en octobre avec un peu de retard, quand l'Occident se noie dans la mer des mensonges. Et nous répertorions les mensonges, les 10 plus grands mensonges de l'époque, et notamment le mensonge qui présentait l'Angleterre, puisque nous en parlons, la Grande-Bretagne, comme la bonne élève de la classe occidentale, alors que la France était de la mauvaise élève pendant la guerre. Alors que dans toutes les années 30, montre Éric Branca, l'Angleterre était pas loin de... Ils ont été très pro-allemands. Ils ont autorisé le réarmement de la marine allemande. Ils nous ont obligés à l'autoriser. Ils ont joué un jeu très très ambigu. Et d'ailleurs, heureusement que Churchill est arrivé. a obligé Édouard VIII à partir, parce qu'Édouard VIII était pro-allemand. Oui, oui. Alors c'est drôle parce qu'il y a un long entretien qui fait 5 ou 6 ou 7 pages dans le dernier numéro du Nouveau Conservateur avec Éric Branca, à propos d'un livre qui retrace toutes les complicités germano-anglaises dans les années 30. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, et elles indiquent quelque chose à propos de ce dont De Gaulle parlait, c'est-à-dire les anglo-saxons, qu'il y a aussi des affinités anglo-germaniques, et que les anglo-saxons sont aussi des saxons. Ben bien sûr, ben évidemment. On le voit aujourd'hui avec les connivences des Allemands avec les États-Unis, bien sûr. que vous stigmatisiez notamment dans ce bien sûr, discours aux chiens endormis, tout ça est une parfaite cohérence, je dois dire. Ce qui est formidable dans vos livres, c'est que la cohérence est parfaite, et tout, au fil du temps, démontre que vous aviez vu. Vous aviez une dimension prophétique, pour moi, à mes yeux, en tous les cas, que vous aviez vu ce qui allait se passer, notamment ce condominium germano-américain qui mène l'Europe et à la catastrophe. Vous avez écrit un très bon livre là-dessus. Oui. Ça s'appelle L'Europe vers la guerre. Merci beaucoup. En 97. Merci beaucoup, cher maître. Vous êtes d'une amabilité parfaite, qui est rare chez mes invités. Et alors, vous réconciliez en particulier, non pas sur le volet européen avec Pompidou, mais sur le volet de ce qu'on a appelé la politique arabe de la France, dont vous êtes toujours un porte-parole constant. Oui, enfin d'ailleurs, je pense qu'on faudrait plutôt appeler ça la politique méditerranéenne de la France. Oui. Je trouve politique arabe, c'est pas un bon terme. Enfin, il a été très employé. Mais on peut substituer la politique méditerranéenne, c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que, par exemple, la politique que nous avons menée en Libye à l'époque de Pompidou, je dois dire modestement que j'en étais un peu l'inspirateur. Il vous a envoyé voir Kadhafi, non? Non, mais j'étais en Libye avant le coup d'État de Kadhafi. Il y avait encore le roi Idriss. Et puis je suis retourné plusieurs fois. Et j'avais très vite compris. La Libye, à l'époque, au départ, était complètement dominée par les Britanniques. Ils avaient 2 bases militaires, etc. Or, évidemment, la première souci de Kadhafi, quand il a pris le pouvoir, pacifiquement, rappelons-le, était de virer les Britanniques, parce qu'il en avait par-dessus la tête de cet abus de souveraineté. Et alors, évidemment, les Russes étaient à la porte.
Et j'ai dit à Georges Pompidou, je me souviens très bien, je dis, vous savez, je crois que les Libyens n'ont pas du tout envie des Russes, c'est à nous de jouer. Et il l'a fait. Et on a fait une politique libyenne très intelligente à l'époque. On a vendu des mirages, un grand scandale du Premier ministre de l'époque, qui était Chaban-Delmas, qui avait pratiquement protesté contre le choix de Georges Pompidou, le premier président de la République. C'est incroyable. Les gaullistes. Chaban-Delmas, dont De Gaulle disait c'est un zozo, non? Il vous a pas dit ça? Non, il m'a pas dit ça. Un joueur de tennis, enfin quelque chose comme ça. Oui, mais enfin, il n'a jamais pris comme ministre. Il n'a jamais pris comme ministre, donc il n'y a pas de grande filiation entre Chaban et De Gaulle. Et donc, on a eu une grande politique de coopération à l'époque avec la Libye. Et tout ça a été fichu en l'air plus tard par Giscard. Parce que Kadhafi était mal avec Anwar el-Sadat, et Giscard était coiffé de Sadat, et donc pour faire plaisir à Anwar el-Sadat, il a peu à peu rompu notre politique avec la Libye, ce qui a été une erreur considérable. Il y avait un autre point d'appui de la politique de la France, on peut dire au Proche-Orient cette fois, c'était l'Irak. L'Irak, vous avez fait partie d'une association d'amitié franco-irakienne. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est surtout du temps de Chirac, ça, que ça a été très... Oui. Ça a commencé, je me demande si ça a commencé un peu du temps de Pompidou. Mais dans l'esprit des Français, l'Irak, c'était la chasse gardée des Anglo-Saxons. Et donc, il fallait mettre un coin dans cette Je me souviens quand mon ami Pierre Rossi a voulu ouvrir un centre culturel... Qui était conseiller culturel à Bagdad, oui. A voulu ouvrir un centre culturel à Bagdad, le Quai d'Orsay, il dit « Oh là là, non, ça c'est la chasse gardée des Anglo-Saxons. » Mais on l'a quand même ouvert. Oui, il l'a quand même fait. Enfin, c'est dire l'état d'esprit du Quai d'Orsay à l'époque. Il faut dire qu'en Syrie, comme en Irak, alors les Assad en Syrie et Saddam Hussein en Irak, émanaient d'un parti, le parti Baas, qui était un parti laïque, qui se méfiait beaucoup des intégristes musulmans, oui, qui se méfiait beaucoup de l'influence américaine et qui ouvrait les bras, pour ainsi dire, à la France de De Gaulle. Absolument. La troisième voie qu'incarnait De Gaulle. Absolument. En Irak, on a eu une grande politique en Irak. Je ne sais plus, ça a commencé probablement du temps de Pompidou, en tout cas beaucoup avec Chirac. Et puis après, ça s'est évidemment dégradé comme tout le reste, jusqu'à la désastreuse guerre d'Irak de Bush, père et fils. Les deux. Oui, les deux, qui ont démoli le Moyen-Orient. Enfin, vous savez, le chaos du Proche-Orient, c'est les Américains. Alors vous connaissez la phrase de Condoleezza Rice, Bubbles do not trouble, c'est-à-dire les gravats ne causent pas de trouble. Enfin, oui, vous détruisez, vous n'avez plus de problème. Oui, bah c'est la politique du chaos. Oui, et puis il y a Madeleine Albright qui disait qu'on pouvait tuer 500 000 hommes, c'est important, si c'était pour installer la démocratie. On a tué 500 000 hommes, mais il n'y a pas de démocratie. Oui. Bon. Le but était de détruire. Oui. Et de détruire notamment 2 pays, même ensuite 3 pays, qui étaient tentés par la troisième voie française, gaulliste et française, la Libye, la Syrie et l'Irak. Nous avions de très proches relations avec l'Irak. Et je me souviens, on va y venir à la langue française, quand vous étiez, et j'étais à côté de vous, commissaire général à la langue française, nous étions très émus quand des officiels irakiens, ça c'est au début des années 80, nous demandaient des émissions toutes faites en français pour diffuser des cours de français, oui, à la télévision irakienne. Oui, absolument. Il y a eu un grand effort de fait à ce moment-là. Oui, oui, oui. En faveur de la langue française, donc de la France. Oui, oui. Mais vous savez, ces pays arabes... C'est important pour la France parce que ça donnait une dimension, notamment pétrolière, à notre pays qui nous arrachait à l'indépendance américaine. Alors évidemment, c'était des dictatures, mais ça l'est toujours. Bien sûr. On n'a pas fait mieux. Oui. Bon, on s'est mêlé de ce qui ne nous regardait pas. Mais ça a été vraiment catastrophique, la politique que les Américains nous ont imposée au Proche-Orient. C'est une catastrophe. Mais pourquoi l'avons-nous suivi ? Parce qu'on était passé à des régimes qui n'avaient plus assez d'épaules pour résister à la pression américaine. Ni d'épaules, ni colonne vertébrale, qui étaient soumis aux États-Unis. Oui. Alors, vous avez rencontré Saddam Hussein, je crois ? Oui, oui. Une ou 2 fois ? Oui, une fois. Oui. Non, j'ai été plusieurs fois en Irak, mais il nous a reçus une fois. Oui, il nous a reçus une fois. Affable ? Comment ? Affable ?
Il était aimable, non? Tout à fait, tout à fait. Mais c'était un voyage, il y avait également des représentants de parlementaires. Il y avait également Bujon de l'Étang et un autre ministre, je ne me souviens plus le mot. Bujon n'était pas ministre, mais ambassadeur. Mais enfin, il y a eu... Bujon de l'Étang était à l'époque le conseiller diplomatique de Chirac. De Chirac, c'est ça. Voilà. Et alors, c'était l'époque où les Irakiens insistaient beaucoup auprès de nous pour avoir des armements. Voilà. Alors, on était un peu gênés déjà de leur en donner trop. Mais on avait commencé à donner l'arme nucléaire à l'Irak. Pas l'arme nucléaire, mais enfin... aux Irak, oui. c'était... Bon. Que les Israéliens ont bombardé du jour au lendemain. Ah non, pas du jour au lendemain. Entre la présidentielle en 81, entre la présidentielle qui venait d'élire Mitterrand en mai 81 et les législatives qui ont suivi, un moment où il y avait une parfaite vacance du pouvoir, c'est juin 81, la destruction des Irak. Barre était Premier ministre. Raymond Barre était Premier ministre. Non, c'est juin 81. Je parle de la destruction, on ne parle pas de la même chose. Je parle de la destruction d'Osirak, c'est 2 juin, je l'ai vu il y a 3 jours, 2 juin 81, justement au moment où il y avait une vacance du pouvoir. On parle de Saddam Hussein, vous avez rencontré Assad aussi, non? Jamais. Jamais, non. Le roi de Jordanie, je crois que vous l'avez rencontré aussi. Le roi Hassan II, oui. Hassan de Jordanie. Oui. Hussein. Hussein de Jordanie, oui. Hassan II, c'est le roi du Maroc. Vous l'avez rencontré Hassan II aussi? Non. Vous avez rencontré tellement de monde? Oui, non. J'étais invité une fois pour ses 40 ans, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Oui. Bon. Je sais que vous avez rencontré aussi Fidel Castro dans la série des oui, mais ça, c'est grands personnages. C'est un grand moment, Racontez-nous comment vous êtes allé voir Fidel J'ai été Castro. invité parce qu'à l'époque, notre République étant gaulliste de gauche, entre guillemets... oui, beaucoup de guillemets, oui. Ils avaient invité, c'était au moment de ce qu'on a appelé le congrès culturel de la Havane en début 68. Et donc, notre République m'avait envoyé là-bas. Il y avait beaucoup de gauchistes français. Bah oui, des Mao. Alors oui, c'était tous ceux qui allaient prendre la montagne Sainte-Geneviève après, oui. au mois de mai. Mais ils n'étaient pas encore... Panthéon d'assaut. Oui. Et alors, c'était très intéressant. Et j'étais au milieu... Il y avait un de mes amis, malheureusement disparu aujourd'hui, belge, qui s'appelle Luc Beyer-Derick, qui était un flamand de langue française. Qui a présenté le journal de la RTBF pendant très longtemps. Qui était ultra gaulliste et qui avait été invité là. On était les deux seuls gaullistes. Mais donc, on était là. Et alors, à un cocktail où Fidel Castro est venu, il est passé devant nous et on lui a demandé ce qu'il pensait du général de Gaulle. Et il nous dit, c'est un rebelle comme moi. Voilà. Et une rebelle comme Nio. Oui, il m'a dit ça en espagnol, oui. Et comme je ne connais pas l'espagnol, j'ai peur de faire une faute. Comment vous avez fait? Parce que je sais que vous étiez un des derniers à voir Athénagoras, le chef d'État chypriote, avant l'invasion turque. Je cherche son nom. Athénagoras. Non, c'est pas Athénagoras. Vous confondez avec le patriarche Dominique. Ah bon. Ça va me revenir, pas grave. Enfin bref, vous aviez rencontré quantité de chefs d'État. Lui, je l'ai rencontré 2 jours avant sa mort. Oui. Et il m'a dit, quand je déciderais de mourir, je suis rentré à Paris, et quand je suis arrivé à Paris, il était mort. Et je n'arrive pas à retrouver son nom. Bon, on va retrouver son nom. Oui. Et cette propension que vous avez à rencontrer des chefs d'État m'a toujours surpris. Oh non, bah ça, je suis pas le seul, vous savez. Non, c'est vrai. Ça n'arrive pas à tout le monde. Et chaque fois, des comptes rendus dans la presse. Alors, après avoir écrit dans Combat, qui disparaît peu à peu, vous écrivez dans Le Monde, très régulièrement, parce que vous étiez ami d'André Fontaine, qui a été longtemps le directeur du Monde. Non, Fauvet. Jacques Fauvet. C'est Fauvet qui m'a adopté. Prédécesseur de Fontaine. Oui. André Fontaine était... J'aime bien André Fontaine, mais enfin, il était... Plus louvoyant, oui. Il était louvoyant. Donc, Jacques Fauvet. Jacques Fauvet aimait... il n'avait pas du tout mes idées, il y passait pour un homme de gauche, de la vieille gauche, mais il aimait avoir des gens variés. Et il y avait une page 2 du Monde qui, à l'époque, était très brillante, et où j'avais une tribune tous les 15 jours. Voilà. En alternance avec Gabriel Matzneff. Lui qui en avait une aussi, Gilbert Comte,
Gabriel Maznev qui est resté un de vos très bons amis. Ah, puisque nous en on se parlons. connaît depuis l'âge de 20 ans, alors. Oui. Et Quand donc, vous êtes allé voir le roi Hussein de Jordanie, vous étiez avec lui, je crois. il non était là, il a failli nous faire. Ça a été fait une catastrophe parce que on entre dans le couloir tout était ciré d'une manière extraordinaire. Et Gabriel Maznev, qui est un tintinologue célèbre, me dit. Tintinologue, c'est-à-dire amateur de Tintin. Oui, Oui. il dit, je vais lui dire. Sire, Majesté, votre cire est trop bonne. Voilà. Et là-dessus, la porte s'ouvre, il y avait le roi devant nous. Et on était en train de. De pouffer. Oui, voilà. Bon, il a bien pris, je pense. Oh, le roi oui, Hussein oui. était bon enfant. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ah, c'était difficile de traduire, peut-être. Mais pendant ces années 70, alors là, c'est une autre musique. Vous écrivez régulièrement dans Le Monde et vous rompez des lances, on peut dire, avec le président de la République de l'époque, Giscard. qui était Giscard d'Estaing. Alors là, c'était le foutriquet avant l'heure, on peut dire, non? Pour vous, Giscard. Ben, Giscard m'a toujours paru. Pompidou m'avait dit je ne laisserai pas la France à Giscard d'Estaing, mais ça lui a échappé. Et, ben, Oui. il est mort, Oui. Pompidou. Il a échappé. Et je ne sais pas, je n'ai jamais eu la moindre affinité avec Giscard d'Estaing. Et je dois dire que j'ai eu raison. Alors, quand il est devenu président. Une fois de plus. Pardon? Une fois de plus, oui. Oui. Enfin, il a un peu louvoyé sur certains sujets, mais il n'avait pas vraiment de vision. Puis, il pensait que la France était devenue un petit pays. Voilà. Et à partir du moment où vous avez ça en tête, ben, vous faites la politique d'un petit pays. Il y a quelque chose de très important là. Vous savez que Michel Pinton, un de nos amis Oui, communs, le fondateur de l'UDF, Oui. qui a été proche de Giscard, Oui. qui a été Oui. très important à son cabinet du temps de l'Élysée, et qu'il a ensuite laissé tomber, Oui. rapporte dans son dernier ouvrage que Giscard lui a dit « il faut un peu normaliser la France ». Oui, oui, bien sûr. Oui. La France ne compte plus, elle a un destin comme tout autre pays européen. Les Français veulent bénéficier de la croissance, de la prospérité économique et de la marchandise, justement. Et l'exception culturelle française, c'est fini. Il a dit ça à Michel Pinton. Donc c'est du Macron avant l'heure. Non, il fait. a même dit pire, il a dit on sera français comme on est catholique ou protestant, enfin des choses Oui, comme c'est ça. ça, Oui. oui. En éradiquant la souche. Oui. D'où sa constitution européenne, Oui, dont les Français n'ont pas voulu, Dieu merci. oui, Encore que, ils l'ont quand même. ben oui, ils l'ont quand même grâce à Sarkozy. Enfin bon, À cause. oui. À cause de Sarkozy, et puis tout le système a joué, parce que petit à petit, nous parlons des chefs d'État, mais petit à petit, il y a toute une oligarchie qui prend possession de l'État, qui est d'un conformisme parfait, d'un atlantisme et d'un germanisme, ça va ensemble, comme nous le disions, pur Oui. et parfait, et qui a gommé la politique Oui. française, telle que vous l'aviez décrite dans Le Jeu de la France, dans Le Secret des jours, Le Septennat interrompu, Oui. et autres ouvrages. Ça vous fait de la peine, ça, je Oh, pense. ben, ça me consterne. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'on revienne en arrière. Je ne crois pas qu'on retrouve... on a été trop loin dans l'abandon. C'est grave ce que vous dites. Oui, oui. Parce qu'il faudrait. Regardez, dans les guerres qui nous menacent actuellement, que ce soit en Ukraine ou en Palestine, on s'aligne sur les Américains, partout. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors on s'aligne, puis on se reprend un petit peu, après s'être aligné, on fait quelques réserves, mais c'est pas grand-chose. Vous êtes passé pour assez opposé à la politique de colonisation israélienne après, Bon, après 73, Oui, après 67 et 73. mais vous savez... Ça vous a valu beaucoup d'ennemis en ville. Mais vous savez, qui est responsable de ce qui se passe en ce moment? Oui. Ce n'est pas les Israéliens, c'est les Américains. Quand vous repensez que James Baker, qui était secrétaire d'État de Bush, je ne sais plus si c'est le père ou le fils, avait avait été promettre aux Russes que jamais l'OTAN ne s'approcherait de la frontière de la Russie. Oui. Bon. Ils mentent. Bon. Et il avait dit aux Israéliens d'arrêter de coloniser. J'ai les textes. Bon. Et puis tout ça n'a pas été suivi des faits. Les Américains n'ont pas de suite dans les idées. Ils disent des choses, ils font le contraire. Mais ça, Et c'est eux les responsables du chaos actuel. Parce que les Israéliens se sont toujours tout cru permis,
parce que les Américains les couvrent toujours. Alors actuellement, les Américains font semblant de revenir en arrière pour l'histoire des 2 États, mais comment vous les faites faire 2 États? Vous les ferez où, les 2 États? Là, vous êtes aussi très pessimiste. Vous m'obligez à faire à nouveau un coup de publicité pour le nouveau conservateur, parce que parmi les mensonges que nous décortiquons, il y a les mensonges impériaux, en Russie, vous venez de le dire, en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient. Oui. Il y a ce mensonge énorme de Colin Powell, vous vous souvenez, Oh là. qui a d'ailleurs avoué que ce jour-là, il a eu honte, ensuite, Oui. avant sa mort. Oui. Mais il a brandi une Fiole fiole ridicule. pleine d'anthrax, paraît-il, Oui. et qui aurait été prélevée dans les armées irakiennes, présupposant que l'Irak voulait déclencher une guerre chimique contre l'Occident. Mais vous savez, Ce qui était totalement faux. je me suis trouvé en Irak 2 semaines avant le déclenchement de la Seconde Guerre. Et je rentre à En 2003, alors. Paris. Hein, pardon? En 2003. Oui. Je rentre à Paris, j'ouvre un journal, je ne le nommerai pas, et je vois un grand Le journal article. du soir. Non, du matin. Et je vois un grand article d'un journaliste qui écrit encore, parce que j'ai encore vu un article de lui dans un autre journal, expliquant qu'il y avait dans une usine que j'avais visitée l'avant-veille, toutes les preuves de l'armement atomique des Irakiens. Or, j'avais visité cette usine, il n'y avait rien, tout était détruit. Et le journal disait que ça existait. Et c'était comme ça que les Français étaient informés. Vous voyez que la propagande Oui, passe à travers la presse. Oui, oui, C'est oui. une propagande d'État, ça. Oui, 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 oui. Les journaux répétaient ce qu'on leur disait de dire, sans vérifier. Et moi, j'étais outré quand j'ai lu ça. Je dis, mais cette usine, j'y étais il y a 2 jours, tout est détruit. Parce qu'il y avait eu la commission Blix avant. Oui. C'était vrai. Qu'il avait attesté. Oui, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Bon, Un tissu de mensonges pour détruire. Pour avoir des raisons de détruire. parce que Bush fils voulait... Je sais pas pourquoi il voulait absolument détruire l'Irak. Il a détruit l'Irak. Dick Cheney, son vice-président, le savait. Oui, oui, ils étaient tous pareils. Hein. C'était Dick Cheney, Colin Powell, ils étaient tous d'accord. les fameux faucons. Oui. Sur Israël, je vous trouve optimiste. Aucune solution n'est envisageable pour vous. Les 2 États n'est pas Mais viable. comment voulez-vous? Ils ont installé 700 000 colons en Cisjordanie. Comment est-ce qu'ils vont les évacuer? À Hébron, ils ont décolonisé. Ils ont décolonisé. Sharon a décolonisé une ville, Hébron. Oui. Et on peut décoloniser à large échelle. Oui, allez-y. Vous savez qu'il s'est joué quelque chose de très important. Nous le relatons aussi dans le Nouveau Conservateur en 1921. Oui. Un congrès juif, un des premiers congrès juifs, se déchire sur la question de savoir quelles sont les limites d'Israël. Oui. Et il y a un chef de file qui s'appelle Jakotovitch, je crois, ou Jabotovitch, qui est partisan du Grand Israël, qui refuse d'ailleurs la déclaration Balfour, parce que Balfour admettait un foyer juif en Palestine, mais pas du tout le Grand Israël qui devait aller jusqu'au Tigre et l'Euphrate. Oui, oui. Mais un foyer, c'était pas une nation. C'était pas... Et oui, c'était autre chose. Mais enfin, le terrorisme juif, on a décidé autrement, parce qu'il y a eu du terrorisme dans les 20 et 30. Hein. L'hôtel David, l'hôtel du roi David, qui a sauté avec tout ce qu'il y avait dedans, c'était pas du terrorisme, tout ça. Israël procède du terrorisme, il a oublié un peu. Mais... revenons sur ce que je disais, parce que je crois que c'est assez intéressant. Il y a eu 2 Israël. Il y a eu un Israël qui me paraissait très valable, et notamment que De Gaulle a soutenu, celui du fondateur... Herzl. Non, de Ben Gurion, Oui. qui était plutôt un Israël de gauche, un Israël Ben Gurion n'a quand même travailliste. jamais voulu définir les frontières de l'État d'Israël. Oui, mais en face de lui, il avait, on peut dire, des fanatiques. Oui. Et ces fanatiques ont eu un historien, partisan du Grand Israël, qui avait fait d'ailleurs une monographie sur ce congrès de 21. Et cet historien, mort à 102 ans, c'est le père de Netanyahou, farouchement partisan du Grand Israël. Ah oui. Et des professeurs, notamment un que j'aime nommer, Jean-Pierre Filiou, qui est professeur à sciences politiques, dit qu'il y a eu 2 Israël. Il y a celui de Ben Gurion, l'Israël travailliste, celui qui va très loin dans la reconnaissance du Second État avec Yitzhak Rabin, hélas assassiné.
Vous savez d'ailleurs que le portrait de l'assassin d'Yitzhak Rabin, qui est à l'origine des accords d'Oslo avec Arafat, trône dans le bureau du ministre des Finances actuel d'Israël. Ah bon, oui. C'est Mais dire- Rabin avait été extrémiste au départ. Hein. Oui, mais enfin là, il avait été très Oui. conciliant. Oui, là, Les il accords avait- d'Oslo, bon, il avait- ça c'était la logique politique qui nous Oui, allait tout à oui, fait. oui. En face, il y a un second Israël, qui est celui qui a refondé, on peut dire, Netanyahou, pour une politique extrêmement agressive et qui ne se connaît plus de bornes. Il n'y a plus de majorité actuellement en Israël de gauche, entre guillemets. Bah, les travaillistes ont disparu. Oui, presque. ils ont disparu. Alors qu'est-ce qui va arriver quand Netanyahou sera enfin balayé? Ça ne veut pas dire qu'il y aura un Premier ministre ou président, je ne sais pas comment il les appelle, plus pragmatique que lui. Le parti des politiques, comme disait Jean Baudin au Oui. XVIe siècle, Oui. a disparu. Oui. Les rois de France avaient été très conciliants. Henri III avait mis sur le trône le chef des protestants à titre de conciliation. Henri de Navarre, le futur Henri IV. Richelieu avait passé alliance avec les princes protestants, c'est-à-dire en passant par-dessus Oui. la logique religieuse. De même que François Ier, au soir de Pavie, envoie sa bague au Grand Turc pour desserrer l'étau impérial habsbourgeois. Oui, mais ça, ce sont des logiques politiques, on peut dire chrétiennes d'une certaine façon, qui prennent en compte le point de vue de l'autre en passant au-dessus des logiques religieuses. Mais là, Ça vous n'existe plus. Vous évoquez un temps où la France avait une puissance mondiale. Oui. Elle l'a plus. Oui, mais je veux dire qu'il y a la logique strictement politique peut prendre le pas sur la logique religieuse, Oui. et c'est ce qui manque en Israël, enfin en Palestine. Parce que pareil, l'extrémisme musulman est un fanatisme. La clé de la paix en Palestine, elle est à New York, elle est à Washington plutôt. Washington. Elle est ailleurs, nulle part Elle n'est pas à ailleurs. l'ONU. Le jour où les Américains diront aux Israéliens, ça suffit, on ne vous couvre plus si vous ne faites pas ceci ou cela, voilà, c'est tout. Mais oui. Bon, point. Parce que l'État d'Israël ne vit que par perfusion, Oui. sur le plan militaire, sur le plan financier, sur tous les plans. Oui, mais Saint-Robert, qui dépend de qui dans cette affaire? Ben, vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit que c'est le chien qui dépend de sa queue. C'est le chien, c'est la queue qui remue le chien, je crois que c'est ça, la queue qui remue le chien. Oui. Il y a une interdépendance entre les faucons, en tous les cas, d'Israël et les faucons américains, Bien. le deep state américain, qui est indissoluble. Mais est-ce qu'il y aura toujours les mêmes faucons aux États-Unis? On ne sait pas, peut-être. Bon, enfin, quittons- Remarquez que Trump veut dégager, s'il revient au pouvoir, il veut dégager les États-Unis de leurs interventions dans le monde entier, mais en même temps, il s'est révélé un des meilleurs lui-même soutiens d'Israël en déménageant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. vous savez que Netanyahou se flatte d'avoir fait élire Trump pour Alors faire donc- battre Obama Oui. et les démocrates qui Oui. voulaient réorienter Oui. la politique américaine. dans le sens Donc, vous arabe. voyez, C'est compliqué la politique, ça donne mal à la tête. oui. Oh, il faut tourner les pages de temps en temps. Il faut tourner les pages. Lisez, chers amis, ce merveilleux livre, Le secret des jours, qui est une chronique de la Ve République, de vos entretiens avec le général de Gaulle, avec Pompidou. Et si je rappelle ça, c'est qu'il y a dans ce secret des jours des pages que nous avons touchées du bout de l'aile tout à l'heure, où vous conversez avec le général de Gaulle sur le comte de Paris. Quand le général me dit d'abord, il me dit, nous avons rétabli la monarchie, mais c'est une monarchie, mais ce n'est pas une monarchie héréditaire. C'est une monarchie C'était la élective. sienne, oui. Monarchie élective. Je dis, mais mon général, j'avais pensé à autre chose. Il me dit, si, vous y avez pensé, moi aussi, du reste. Voilà, Voilà. ça veut dire qu'il a vraiment pensé oui. à rétablir la monarchie Mais en il a s'appuyant sur le ajouté, comte de mais Paris le et comte- ça a mal tourné. Le comte de Paris, ça n'a pas été possible, etc. Le général avait un grand sens de ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. C'est vrai qu'il avait d'excellentes relations. Le comte de Paris l'a soutenu, le général, pendant toute la période, L'Algérie. à partir de 58. Mais le général en voulait au comte de Paris de ne pas l'avoir rejoint à Londres. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, je crois que ça a été même un peu pire, non? Le comte de Paris est allé à Vichy faire des Oui, ça, auditions. c'est pas méchant. Il a été voir ce qui se passait. Ça, c'était pas méchant. Non, il a été à Vichy voir ce qui se passait. C'est pas grave. Mais
Le fond de l'affaire, c'était d'être resté au Maroc et de ne pas avoir rejoint. À l'arrache. Oui, voilà. Dans la propriété. Oui. Il faut dire qu'ils étaient en exil, c'était pas commode, il aurait pu aller à Londres. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que le comte de Paris a été signalé à Londres pendant une semaine en juin 40. Mais je lui ai demandé, il m'a dit que c'était pas vrai. Mais c'était pour aller voir son banquier, je crois. Pour aller. Voir son banquier. Mais le comte de Paris a passé 8 jours, c'est avéré, à Londres en juin 40. Et il n'est pas allé voir le comte de Gaulle, mais peut-être qu'il y était avant le 18 juin, tout simplement. Parce que je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il n'y avait pas été. Oui. Bon. C'est Xavier Walter qui raconte ça à nos amis communs. Donc Oui, mais j'ai posé la question. Secrétaire du comte de Paris. J'ai posé la question au comte de Paris, il m'a dit que non. Est-ce que vous avez continué à le fréquenter, le comte de Paris, très longtemps? Oui, bien sûr, oui. J'ai rencontré chez vous un jour. Oui, ben il était chez vous comme chez lui. Oui, absolument, oui. Non, mais il avait vous lui avez dit le roi de France est partout. Il avait son bulletin était très lu. Vous savez, le bulletin politique du comte de Paris sous la 4e République et sous la 5e République était très très lu, très bien fait. Bon, alors finalement, pourquoi ça n'a pas marché cette restauration? Parce que d'abord, les pires adversaires de ça étaient les gaullistes eux-mêmes, qui se considéraient comme les héritiers naturels du général. Et tant Pompidou que Michel Debré, que tous ceux qui pouvaient penser prendre la suite, étaient évidemment contre l'idée qu'il puisse y avoir ce genre de suite. Je peux apporter un témoignage, je vous coupe. Oui. Bernard Tricot, qui a été longtemps secrétaire général de l'Élysée, à qui je posais des questions sur ces rendez-vous entre le comte de Paris et de Gaulle, m'a dit le général était un peu snob à ses heures. C'est dingue comme réponse. Oui, non, mais il était à l'époque de Tricot, c'était déjà la fin. Oui. Non, c'était plutôt du temps de Burin-Desrosiers. Oui. Mais enfin, il y a aussi le fait que le comte de Paris n'a pas marché tellement dans l'affaire, c'est-à-dire que de Gaulle voulait qu'il se fasse connaître. De Gaulle voulait qu'il passe à la télévision, le comte de Paris, qu'il fasse campagne pour 65, l'élection suivante. De Gaulle voulait qu'il ait une émission régulière. Il est peut-être passé 2 fois. Peut-être que la télévision ne lui a pas proposé. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu des freins qui venaient d'ailleurs. Alors je voulais revenir là, ça fait partie de la désobéissance. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu une émission... Les gaullistes désobéissaient à De Gaulle. Oui, beaucoup. Regardez la participation. C'est ça aussi. Oui. Frédéric Grindel, parlons de lui de nouveau, voulait faire des émissions pour expliquer aux Français la participation. Elle était interdite, oui. C'était interdit par Pompidou, ordre à Contamine, qui était président-directeur général de l'ORTF. Oui. Désobéissance patentée. Oui, absolument, oui. Ouais. C'est terrible. Et alors là, c'est aussi la limite des institutions de la Ve République. Vous avez écrit un ouvrage, il est devant vous. Oui. Pouvez-vous me le montrer? Sur votre républicanisme, votre soutien à la Ve République. Mais elle a une faille, Philippe de Saint-Robert, cette... Quelle constitution n'a pas les failles? Vous êtes drôle. Le président de la République, dans l'esprit du général de Gaulle, était le président de tous les Français. Oui. Et il était l'homme de personne, selon une de ses fameuses formules, du moment où il était pour être l'homme de tous. Mitterrand, c'est pareil. C'est terrible parce que on a une constitution faite autour d'un chef d'État qui est réputé impartial. Je répète la formule du général de Gaulle tellement elle est belle. Oui. L'homme de personne pour pouvoir être l'homme de tous. Oui. C'est-à-dire sans parti. Oui, mais... impartial. Oui, mais c'est... Et la pratique est entièrement différente. Sans parler du quinquennat. Idée de votre ami Pompidou, d'ailleurs, reprise par Chirac. J'ai jamais compris pourquoi Pompidou avait pensé au quinquennat. J'ai jamais compris pourquoi. D'ailleurs, lui-même n'a pas pu me l'expliquer. J'ai pas compris. On a dit bêtement que parce qu'il se savait mourir. Mais pas du tout. De toute façon, il a été élu pour 7 ans. Il aurait fait 7 ans s'il avait vécu. C'était idiot comme idée. En tous les cas, le quinquennat est une idée idiote qui pulvérise encore plus l'impartialité du chef d'État. Parce que pour le coup, on fait coïncider exactement le président de la République, c'est-à-dire chef d'État impartial en principe, avec le chef d'une majorité. Oui, absolument, absolument. Donc la seule solution, c'était le roi. Et la cohabitation, c'était très bien, parce que ça permettait au président de la République de... Mais vous voyez bien que c'est bancal. Mais oui, tout est bancal, qu'est-ce que vous voulez, ça ne veut rien dire. Regardez la campagne qu'on a fait depuis quelques mois contre un article de la Constitution qui est le 49.3. Mais le 49.3, heureusement qu'on l'a.
Sans ça, on ne pourrait pas gouverner. Et bien entendu. Le 49.3 c'est le pilier de la Ve République. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui sont contre, bien sûr. Mais s'il n'y avait pas le 49.3, le gouvernement serait par terre toutes les 5 minutes. Vous savez qu'en 61-62, Oui. De Gaulle commence à pousser les études, ou en tout cas les prolonger, elles avaient été commencées auparavant, à la fin de la 4e République, en vue de l'obtention, de la fabrication d'une force de frappe atomique. Et les crédits militaires sont tous passés en 61, 62, 63, peut-être pas 63 parce qu'il y a eu l'UNR est venu majoritaire ensuite, par le 49.3. Oui, oui. Il n'y aurait jamais eu d'arme atomique française si on n'avait pas imposé des crédits Bien de sûr, défense bien sûr, destinés. bien sûr. C'est terrible. Oui, le 49.3 est indispensable, mais les imbéciles n'ont pas compris ça. Ah, si oui. vous voulez. Il y a beaucoup d'imbéciles. vous Oh, savez. il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Oui. C'est notre problème. Bon, enfin, je voulais illustrer l'idée que le roi n'était pas une si mauvaise idée, puisque lui, au moins, était réputé impartial. Mais c'est tombé, et vous avez accompagné le comte de Paris jusqu'à sa mort en 99. Oui, Vous étiez très proche. oui, 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 bah oui. Quel souvenir avez-vous de lui? On voit que c'est un homme plein de charme. Tous les gens qui l'ont approché étaient... Il était... Il était magnifique, je l'ai beaucoup vu grâce à vous, à votre table notamment. Oui, il était très séduisant. Peut-être un peu flottant quand même dans son comportement. Indécis. Oui, mais peut-être un peu indécis, peut-être un peu... Oui, je ne sais pas. Et puis il a liquidé le patrimoine Orléans. Ça, c'est une autre affaire. Oui, oui. Passons pudiquement. Alors, donc vous avez rencontré beaucoup de gens pour un jeune journaliste qui n'est même pas destiné à ça. Je crois que vous avez fait des études de sciences économiques. De droit et de sciences économiques. Bon, ça ne prédisposait pas à la carrière que vous eûtes d'abord de chroniqueur constant de la Ve République et puis d'acteur malgré tout par les liens que vous avez eus avec les uns et les autres. Il y a eu aussi Mitterrand, que vous avez rencontré, je crois, par Frédéric Grindel. Alors, c'est Frédéric Grindel, qui était très gaulliste, mais en même temps, il aimait beaucoup François Mitterrand. Il avait des relations personnelles avec lui. Et un jour, il m'a emmené chez lui, rue De Bièvre. de Bièvre, voilà, dans un petit cagibi. Mais c'était pas grand, oui. Il était dans un petit cagibi. On a eu un premier... Non, je l'avais déjà rencontré. Ah oui, je l'avais déjà rencontré une fois au cours d'un débat à combat. Et on avait bavardé, à sortie du débat, dans le café où Jaurès a été assassiné, qui était rue Croissant, oui, voilà. On avait bavardé. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est extraordinaire. Je lui ai dit, mais enfin, écoutez, on ne peut pas s'opposer à tout. Ah, il m'a dit, quand on s'oppose, on s'oppose à tout. Voilà. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bref. Et donc, on se connaissait, et je sais qu'il me lisait, puisque j'ai retrouvé des articles de moi dans son grand livre qu'on a fait. Sa femme a fait. Oui. Enfin, Alors, la mère de sa fille. donc, j'avais été un peu méchant avec lui, parce que j'avais collaboré au numéro de Notre République, où on avait ressorti la fâcheuse histoire de la Francisque. Que De Gaulle n'a pas voulu utiliser, d'ailleurs. Non, De Gaulle a dit il ne faut pas. Mais on l'avait fait quand même. Oui. On l'a fait avant, en tout cas. Ah, vous aussi, vous désobéissez. Ah ben oui. Et alors, quand il était élu, j'ai été le voir à l'Élysée. On a bavardé. Mitterrand, vous voulez dire, oui. Mitterrand. Mais vous étiez parmi les gaullistes qui ont fait élire Mitterrand, il faut le dire. Ah ben oui, mais c'était très simple. D'ailleurs, je me rappelle encore que le soir du premier tour, Chirac. Chirac, je vais à l'hôtel de ville, j'habite à côté, et je vais dans le bureau de Chirac, qui m'accueille à l'entrée, et qui me dit « Tous mes amis votent Mitterrand ». Chirac vous a dit, mes amis. Mais oui, votent mais bien Mitterrand. sûr, oui, oui. Faisant élire Mitterrand. Oui, Délibérément. contre Giscard. C'était pas plus clair, on va dire. Il n'y avait pas plus clair. Bon. Chirac, vous aviez quel rapport avec lui? Vous aviez un peu collaboré? Oui, mais il était bizarre. Oui, j'ai contribué à un de ses livres. Il y a même des passages entiers de ses livres où on dirait du Saint-Robert. La lueur de l'espérance. Oui, la lueur de l'espérance, voilà. Et il dit qu'il a écrit comme ça, de chic. Tu parles. Alors, il y avait une espèce de pré-livre. On était autour d'une table. Il y avait Marie-France Garot.
Il y avait Une l'ineffable... autre de vos amis, Constante. Il y avait Pierre Charpie, il y avait peut-être Bernard Billot, je ne suis pas très sûr. Oui, son directeur de cabinet. Chirac, moi-même, etc. Et alors, on tripatouillait des phrases comme ça. Enfin, c'était très bizarre. Et c'est devenu peut-être le seul livre de Chirac, La lueur de l'espérance. Oui, La lueur d'espérance, voilà. Mais vous n'étiez pas en concurrence avec quelqu'un à ce moment-là, un certain Alain Juppé, auprès de Chirac. Oh, c'est pas une concurrence, Alain Juppé était beaucoup plus important que moi. Mais à un moment, vous avez eu un rapport avec Alain Juppé assez rigolo. Oh non, mais c'est affreux cette histoire. Racontez-nous. Oui, ben c'était à un moment donné où, alors avant le premier tour, quand Chirac, je ne sais plus quelle année c'était, à quelle élection, un premier tour d'élection présidentielle, et Chirac, la secrétaire de Chirac me téléphone. C'était 81 peut-être. Il me demande de préparer un discours de Chirac pour sa fin de campagne, voilà. Et elle me dit, vous le ferez avec Juppé. Je ne connaissais pas Juppé. Alors, téléphoner à Juppé. C'est déjà drôle. Et vous le ferez à Juppé. Bon. Et alors, donc, je prépare un discours, je téléphone à Juppé, qui s'attendait à mon coup de téléphone, et je lui dis, ça devait être un discours très large sur le fin du monde, et il me dit, c'est un discours sur la France. Sur la mission de la France dans le monde. Ouais, c'est ça. Et alors je lui dis ça à Juppé, et Juppé me dit, cette phrase qui m'est restée dans l'esprit, ah oui, parce que notre grand problème, c'est de ne pas faire Nuremberg. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parler de la mission de la France, ça voulait dire que c'était glissé vers le nazisme. Enfin, non mais... Pensez qu'il m'a dit ça? Parce qu'il est impossible de parler de la mission de la France pour ces gens-là. Oui, voilà. Ça veut dire que je suis resté stupéfait. Notre grand problème, c'est de ne pas faire Nuremberg. Oui, c'est pour ça que depuis... C'est-à-dire les discours d'Hitler enflammés, oui. etc. C'est pour ça que je sais depuis ce jour-là que Juppé a été le fossoyeur du gaullisme. D'ailleurs, il l'a dit clairement quand il a eu en main l'UDR ou l'UNR, comment ça s'appelait, et il a dit... PRPR. Oui, il faut faire l'aggiornamento sur l'Europe. C'est-à-dire qu'il a rallié le parti dit gaulliste à l'Europe de Jean Monnet. C'est lui qui a fait ça. Bon, ils n'en sortent pas. C'est toujours... voilà. C'est ce dégoût de ce qui est devenu le gaullisme qui vous a porté vers François Mitterrand pour faire battre Giscard en 81? Oui, parce que Giscard, c'était déjà ça. Oui. Et non, j'avais un autre raisonnement, plus subtil et que j'avais du mal à faire comprendre aux gens. Je disais, de toute façon, les socialistes vont arriver au pouvoir un jour. Oui. S'ils arrivent au pouvoir par une assemblée nationale, oui, ils vont ficher les institutions en l'air. Oui, en prenant le dessus de la présidence de la République. Tandis qu'il vaut mieux qu'ils arrivent par le haut, parce que comme ça, ils seront les gardiens des institutions. Et j'ai eu raison. Et par un Mitterrand qui était assez ambigu. Oui. Et qui, dès qu'il a été élu... a fait vivre les institutions. Oui, a fait vivre. Donc j'ai eu raison. J'ai eu raison. Initiale. Et personne ne pouvait le voir. C'était ça mon idée. Mais personne n'y comprenait rien. Mais Mitterrand a très mal gouverné quand même. Il a mal gouverné. Vous l'avez vu plusieurs fois, vous l'avez rencontré fréquemment. Quand j'étais votre collaborateur, je vous voyais partir à l'Élysée, rencontrer le président de la République. Il y avait toujours quelques dossiers qu'on essayait de filer, mais sur la langue française, on va y venir. Oui, non, mais là, il a été... Alors, c'est pareil. Sa première réaction était la bonne. Et puis après, il a été... il a cédé aux pressions médiatiques de son entourage. La langue française, ça fait ringard, etc. Donc quand j'ai été nommé commissaire de la langue française... En 83, alors. Ça marchait pendant 1 an et demi, disons. 1 an et 3 mois. 2 ans. Bon. Et après, c'est fini. Parce que j'avais plus de soutien. Parce que c'était ringard. Les conseillers, Ségala et autres, avaient dû expliquer que... Ségala, oui. Voilà. Mais parce que toutes les oligarchies françaises considèrent que la France est ringarde. C'est ça le problème. Bien sûr, oui. Et la langue est un point d'appui pour ceux qui veulent défendre la France et un point à siphonner pour ceux qui veulent la détruire. Et alors, le point final a été mis par Chirac. Alors, n'allez pas trop vite. Pardon, je vous coupe parce que vous allez trop vite. Il y a quand même cette période qui, pour moi, est une des plus belles périodes de ma vie. Je le dis sans plus de... Merci, très bien. C'est pas sans flagornerie aussi. Vous êtes nommé fin 83 par Mitterrand commissaire général de la langue française avec pour mission
de coordonner l'action des administrations, de toutes les administrations, de tous les ministères, en ce qu'elles regardaient cette action, et c'est vrai, toutes les regardaient, la langue française. Il n'y avait pas que les affaires étrangères ou les affaires culturelles, il y avait aussi bien le ministère de l'équipement ou les ministères pour les affichages, enfin, il y avait... Bref, l'économie, les finances, la concurrence, pour faire en sorte qu'on respecte dans les actes de consommation une traduction au moins en français de tout ce qu'on achète et ce qu'on vend. Bref, c'était interministériel. Et nous étions installés d'ailleurs, enfin vous avez été installés dans un très joli petit hôtel au fond des jardins de l'hôtel Matignon, l'hôtel de Cassini, qui donnait rue de Babylone d'un côté, sur les jardins de Matignon de l'autre. C'était très agréable. On allait à Matignon en traversant les jardins. C'était très beau. Il y a des cygnes. Je me souviens, c'était merveilleux. Vous vous installez avec une petite escouade de 30 collaborateurs. J'étais votre directeur de cabinet, très pompeusement. J'avais 28 ans. J'ai eu plusieurs premiers ministres. Il y avait Pierre Mauroy, Laurent Fabius. Oui. Et puis Jacques Chirac. En 86. Alors Jacques Chirac, c'était la catastrophe parce que il était coiffé d'une folle complète qui était une Guadeloupéenne, Lucette Michaud-Chevry, qu'il avait nommée ministre de la francophonie. On ne sait pas ce que ça voulait dire et qui voulait m'avoir sous sa coupe. Voilà. Et ça a été la fin, le commencement de la fin, puisque évidemment, il pensait qu'à se présenter à la succession de Mitterrand et à avoir des voix, et il pensait que... Notamment aux Antilles. Que Lucette Michaud-Chevry lui apporterait les voix de la Guadeloupe, ce qu'elle a fait d'ailleurs, mais ça ne suffisait pas. Bon. En tous les cas, pas à défendre la langue française. Oui, voilà. Donc voilà. Un jour, vous dites à De Gaulle, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela... c'est gaillard, et De Gaulle vous répond, on a fait quelques petites choses quand même. Oui, je ne sais plus ce que je lui ai dit. Il vous a dit, on a fait quand même quelques petites choses. Oui. Et au commissariat général, on a fait des petites choses quand même. Oui, on a fait des petites choses. Enfin bon, oui. Il y a eu une campagne contre nous qui a été orchestrée par un grand hebdomadaire. Je crois que c'est Le Point, vous vous souvenez de ça? Oui. Parce que les publicitaires n'étaient pas contents qu'on leur imposât leur... Oui, bien sûr. Leur langue, c'est-à-dire la langue française pour toutes les communications en anglais. Exactement. On a eu tout le monde contre nous. Et puis il y a eu la fameuse loi Toubon qui a été contestée au Conseil constitutionnel par la gauche. Je me rappelle Ségolène Royal disant « Alors, si je dis à mon petit gamin, si mon petit gamin me dit « Maman, donne-moi mon t-shirt », il va aller en prison. » Oui, elle a dit ça publiquement. Il raconte n'importe quoi. Et comme ça, on fait de la politique aujourd'hui. Et vous aviez mis l'accent sur la terminologie. Alors, il faut nous raconter ce que c'est. Les commissions de terminologie avaient été créées par Georges Pompidou. Oui, et que nous avions rénové, on peut dire. Elles existaient, elles existent toujours, elles servent toujours à rien, mais elles existent. Elles servent, elles ont produit une quantité de mots. Oui, mais c'est repris par personne. Si vous dites ça, mon cher Philippe de Saint-Robert, vous allez contrarier quelqu'un qui vous est proche, et qui nous est proche à nous tous. Oui. Laissez-moi finir. Oui. Qui est votre femme, Marie-Joséphine Jastrab de Saint-Robert, que vous avez rencontrée à New York, parce qu'elle faisait partie, elle était une des dirigeantes du service de terminologie de New York, enfin de l'ONU à New York, puis ensuite à Genève. Et la terminologie, je pense qu'elle vous en a convaincu assez vite, est centrale dans la défense d'une langue, n'est-ce pas? Oui, mais... Je voudrais insister là-dessus. Oui, mais c'est central, mais une des censures imposées par le Conseil constitutionnel à la loi Toubon était précisément l'obligation d'employer les mots créés par les commissions de terminologie. À partir du moment où il n'y avait pas d'obligation, voilà. On a remporté des victoires avant, on disait... Il y a quelques mots qui sont passés, ils seraient passés de toute façon. Avant, on disait corner. Oui, bon. Au football, on disait goal, maintenant on dit gardien. On est arrivé aussi à remplacer Walkman par baladeur. Vous me direz, les baladeurs ont un peu disparu. Oui. Et enfin, on a imposé des mots. Quelques mots se sont imposés. Mais par rapport à la production énorme de ces malheureuses commissions, on peut dire que elles ne sont pas vraiment très utilisées. Et vous vouliez, avec Marie-Joséphine Jastrab, en s'appuyant sur l'ONU, créer une grande banque de terminologie avec les Québécois notamment. Oui, mais tout ça a été saboté. Les Québécois avaient beaucoup marché dans la... Oui, on avait fait il y avait une commission dite Harvey, je crois que c'est Harvey, Saint-Robert. Harvey, oui. Mais ça a été aussi débranché du côté québécois
quand un Premier ministre libéral est revenu au pouvoir. Je ne sais plus comment il s'appelait. Ça ne l'intéressait pas. Il faut dire que le Québec n'a pas marché droit vers l'indépendance, mais était à deux doigts d'y arriver aussi avec Parizeau. Non, Oui, vous mais- n'y avez jamais cru à l'indépendance du Québec? Bah, je pense, oui, mais ils s'y sont mal pris. Et puis les Canadiens anglophones étaient plus forts qu'eux. Ils ont infiltré vous savez, le Québec est à moitié de langue anglaise quand même. Alors, bon, Montréal est à moitié anglophone, donc ils avaient... Alors écoutez, dans le Nouveau Conservateur Oui. du dernier numéro, le 11, il y a un grand entretien avec Mathieu Bock-Côté, que j'ai connu moi-même il y a plus de 20 ans quand j'allais fréquemment, grâce à vous, ou 30 ans même, à Montréal. Il était tout jeune, qui dit que les résistances restent vives Oui, à oui. l'anglicisation de Montréal et qu'il y a toujours un mouvement indépendantiste québécois qui reste une force majeure au Québec malgré tout. Oui, c'est vrai, mais... On ne pourrait pas faire la même chose en France, créer une... Oh là. Vous êtes beaucoup plus optimiste que moi. Oui, vous êtes un peu pessimiste de tempérament, je me Oh, trompe. tout à fait. Ça vous vient de l'enfance, ça, ou quoi? Moi, je suis pessimiste de nature. Oui, je parce crois. que Tout a toujours été très mal. Je crois que c'est Jacques Bainville qui le disait. Tout a toujours été très mal. Tout a toujours été très mal. Voilà. On n'a pas parlé de votre enfance. Vous êtes né... Ben, c'est-à-dire que je suis un vrai produit d'avant-guerre, parce que j'ai connu la guerre. C'est-à-dire que je suis né suffisamment avant la guerre pour l'avoir traversée consciemment. Et c'est une grande expérience qui me permet aujourd'hui, quand je vois les guerres qui affolent tout le monde, de ne pas être étonné, parce que relativisé, oui. tout ça, je l'ai vu. Hein. Tout ça, je l'ai vu pendant les 4 ans de guerre. Que j'étais réfugié dans le Berry, chez mes grands-parents qui écoutaient la radio de Londres, en cachette tous les soirs. Et j'entendais tout ce qui se passait, je savais tout ce qui se passait. Près de Châteauroux. On avait, entre Châteauroux et Issoudun, on avait une grande carte, et mon arrière-grand-père, il mettait des petits drapeaux pour monter les avancées des Alliés, etc. C'était vraiment quelque chose de très vivant pour moi. Voilà. C'est pas l'endroit où vous êtes né. Je crois que vous êtes né Je suis né à Paris, comme tout le monde. Vous avez passé, il y a beaucoup de paysages derrière vous. Vous avez une maison en baie de Somme, à Ah Saint-Valery. ben oui, parce que j'ai des origines picardes, Oui. creusoises, delphinoises, etc. Et pour résumer tout ça, je suis né à Paris. Voilà, Voilà, banalement. Delphinoise, c'est dans l'Isère, c'est ça? Oui, oui, oui. Dans le Dauphiné. Vous avez vécu un peu en Normandie aussi, au Rousset-Dacon? Oui, parce que après la guerre, ma grand-mère a revendu la villa qu'elle avait à Saint-Valery sur Somme, qui est un petit port de mer et qui entend le rester, que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse. Comme Fécamp. Oui, non, c'était Fécamp, oui, c'était pas Fécamp, non. Si, c'était Fécamp, je salue Oui, Fécamp. mais je sais, oui, phrase mais- du général oui, de Gaulle. oui, mais- petit oui, mais- village, oui, mais pêcheur Fé- et qui entend le rester. Mais Fécamp n'est pas en Picardie. Ça, c'est en Picardie, Saint-Valery-sur-Somme. Et quand on a vendu cette maison, on en a acheté une en Normandie, effectivement, oui. Voilà. Mais on n'a jamais été très attaché à la Normandie dans ma famille. On avait l'impression d'être un peu... On n'aimait pas beaucoup la Normandie, je ne sais pas pourquoi. Le Creuset, c'est les Marches, c'est-à-dire Oui. la Creuse aujourd'hui, Bah, maintenant, j'ai hérité d'une maison de famille dans la Creuse, voilà. qui est très belle, je peux en témoigner, Bah, vous êtes venu, oui. assez Voilà. souvent. Moi, je l'ai pas mal arrangé, enfin. Oui. Et puis c'est très commode parce que la Creuse a mauvaise réputation, les gens ne viennent pas, alors on est tranquille. Je vais hésiter à vous demander de vous faire visite l'année prochaine. Et vous êtes souvent en Suisse, puisqu'on en est à la topologie aussi. Oui, mais ça j'aime bien la Suisse, c'est reposant et puis on peut encore payer en francs. Ça c'est le bonheur. Bref, nous sommes au commissariat général de la langue française, arrive Chirac qui nomme Madame Michaud-Chevry, et là, vous êtes contraint à la démission, plus ou moins. Moi je n'ai pas démissionné, j'ai refusé. Il y avait un imbécile qui s'appelait Maurice Ulrich, ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État, qui était uniquement un paillasson de Chirac, et qui devait être plus ou moins franc-maçon sur les bords, et qui voulait absolument se débarrasser de moi. Il me dit, vous devriez prendre des vacances. Je dis, pas du tout. Que Chirac me révoque s'il a le courage. Il n'avait pas le courage, évidemment. Bah, parce que c'était vous aviez été Oui, un oui. de ses proches. Alors, il a attendu que mon mandat vienne à expiration. C'est ça. Voilà.
Et puis après... bon. Et c'est Rocard qui a transformé le commissariat général en délégation générale qui ne servait à rien qu'à maximaliser l'usage des langues de France, c'est-à-dire des patois. Voilà. Alors, vous racontez toujours dans Le Secret des Jours une fameuse bataille qui met en scène justement ce fameux Michel Rocard, dont vous venez de prononcer le nom. Ça a lieu quelques années plus tard. Vous avez créé une association de défense de la langue française, l'ASLAF, dont vous êtes toujours président, je crois. Oui. De même que vous êtes président, je le mentionne en passant, du jury de la Carpette anglaise, qui remet chaque année, nous allons le faire bientôt d'ailleurs, un prix citron, un prix vinaigre, à une personnalité du monde de la politique ou des arts, ou du commerce ou des affaires, ça ne manque pas, qui abuse du franglais. Oui. Et ça, je crois que c'est une action que vous tenez à mener avec fermeté. Bien que les médias relaient peu. L'année dernière, nous avions donné notre prix, puisque je suis membre de ce jury, grâce à vous, au président de la République. Je ne voulais pas, mais on m'a forcé. Vous ne vouliez pas insulter la fonction du président de la République. Mais celui-là, quand même, il n'a pas volé en fait d'illustration de l'anglais. Vous savez que ça dépasse les bornes. Cette histoire du château de Villers-Cotterêts, c'est vraiment le symbole même de mettre la langue française au musée. Dans un musée, oui. C'est ce qu'a dit Jean-Marie Roy. Oui, il est de notre avis. Beaucoup d'académiciens ont fait semblant de défendre le français en créant un musée, mais on utilise l'anglais à tout bout de champ. Vous savez que même des Bristol envoyés par l'Élysée pour des réceptions à l'Élysée sont en une seule langue pour tous les invités, dès que ça a un attrait international, en anglais. C'est pas vrai. Je vous promets que c'est vrai. Usque non descendamus. Oh là là, mon Dieu. Et pour vous, la langue, c'est tout de même pas rien, parce que au milieu de toutes ces pérégrinations, on oublie de dire que votre métier principal, votre passion, c'est l'écriture. Vous êtes avant tout un écrivain. Oui. Qui avait d'ailleurs fréquenté beaucoup d'écrivains. Parlez-nous de Monterland, parlez-nous de Mauriac. Ah, Mauriac. J'allais le voir. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes devenu commissaire de la langue française. C'est parce que vous êtes un écrivain et ami de grands écrivains. J'allais voir Mauriac à la fin de sa vie, avenue Théophile Gautier. Et il me disait, vous n'avez pas de chance. Moi, j'ai été heureux à 80 ans, en politique sous-entendu. Avec De Gaulle. Vous l'aurez été à 30 ans, et vous restera toute votre vie pour le regretter. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Mauriac voyait en vous un jeune écrivain de sa lignée, on peut dire. Un peu, oui, un peu. Et puis Monterland, j'ai découvert Monterland en achetant un petit volume de Services inutiles dans une librairie perdue de Tellières-sur-Avre. Il y a très longtemps, dans les années 50. Oui. Et le premier article que j'ai écrit dans une revue était sur lui. C'était dans une revue qui s'appelait La Parisienne. Oui. Et c'est François Nourricier qui dirigeait cette revue et qui, à l'époque, m'a demandé d'écrire un livre sur les carnets de Monterland. Voilà, c'est tout. Et après, je l'ai rencontré et nous avons, si je puis oser le dire, fait un peu amitié. Mais cette amitié était faite de quoi? De déjeuner, c'est ça? Vous déjeuniez oui, souvent on se voyait souvent. À la Frégate? Oui, c'était son lieu préféré, la Frégate. Au pied de chez lui, sur les quais. Quelquefois le Voltaire, quelquefois d'autres. Ça dépendait des jours. Enfin, c'était surtout la Frégate. Et alors, j'ai fait un petit livre sur lui, la première qui s'appelait La même douleur. Non, c'est pas ça. Monterland le séparait. Monterland le séparait. Et je l'avais envoyé au général de Gaulle. Et le général de Gaulle m'a écrit une lettre surprenante où il me dit, parlant de Monterland, comme vous nous le donnez bien à voir, longeant indéfiniment le bord de l'océan religieux, sans y pénétrer jamais. C'est une phrase extraordinaire. Longeant indéfiniment le bord de l'océan religieux, sans y pénétrer jamais. Sans y pénétrer jamais. Alors Monterland, qui n'était pas très gaulliste entre nous... Vous lui montrez cette lettre? Il n'en revenait pas. D'abord, je lui ai eu au téléphone, il m'a dit c'est pas vrai, j'ai dû lui apporter. Il n'en revenait pas. C'était une lettre de la plume du général. Ah ben, elle est manuscrite, oui. Elle a été publiée d'ailleurs dans les carnets. Non, c'est une lettre extraordinaire, c'est une phrase extraordinaire.
Comme c'est l'intelligence de cet homme, cette façon de prendre une chose, de le résumer, prendre un auteur. Il connaissait Monterland, il n'avait certainement pas lu tout Monterland, mais il savait qui était Monterland. Il écrivait aux écrivains. Oh bah, il faut lire la série des lettres et carnets, qui est parue chez Plon, qui est disponible, il y a plusieurs volumes. Du général Toutes de Gaulle, ces ouais. lettres aux écrivains sont passionnantes, très intéressantes. Et même... Vous en avez fait un livre d'ailleurs, De Gaulle et les écrivains. Oui, et même les écrivains qui avaient été contre lui à un moment donné, à partir du moment où c'était des écrivains reconnus, il leur disait, même si vous vous sommes opposés dans le temps, vous avez rendu service à la langue française. Je crois même qu'il a écrit une lettre au très jeune Le Clésio. Ah, il a écrit une lettre, oui. Il lui a Belle dit- lettre. Oui, oui, très belle lettre à Le Clésio, oui. Et à Jean Guiteau, c'est à Jean Guiteau qu'il a écrit, même si dans le temps, vous ne m'avez pas approuvé, je tiens à vous rendre hommage à ce que vous avez apporté à la langue française. Et tout ça, c'était des lettres manuscrites. Ah oui, oui. C'est-à-dire que le président de la République prenait la plume, Oui, le absolument. matin ou Oui, le soir, je ne sais oui, pas, oui, oui. pour écrire aux écrivains. Oui, oui. Il y a une connivence entre la politique traditionnelle de la France et l'écriture, Oui. la littérature. La France est une nation très littéraire. Ah ben, pour le général de Gaulle, c'est incontestable. De Gaulle est entré dans l'histoire par un texte. Il le a 18 juin, il par des attachait livres. beaucoup d'importance à l'Académie française, plus qu'elle n'attache d'importance à elle-même aujourd'hui, puisque à la Libération, paf, il a veillé à ce qu'on écarte certaines personnes qui avaient manqué à la France. Cette académie, pour vous, a un rôle pour la langue française. Vous dites Oh non. qu'elle ne la joue pas, Non, non, la plus drôle. qu'elle ne le joue pas, ce rôle. Non, la plus drôle. Elle n'a pas les moyens de ce rôle. Que faudrait-il faire pour le français? Le parler. Vous l'écrire? Et puis, il faudrait peut-être surtout défendre son rôle international. C'est ce que ne comprend pas le président de la République. Par exemple, à l'ONU, à New York, il y a 6 langues il y a 6 langues officielles, mais il n'y a que 2 langues de travail, dont le français et l'anglais. Oui. Or, on ne se bat pas du tout pour le français. L'actuel secrétaire général, qui est un Portugais, je crois, parle très bien le français, il ne l'emploie jamais, sauf quand il va dans les pays africains francophones. Les Oui. résolutions, en tous les cas, sont publiées en 2 langues, Oui. toujours, aujourd'hui, français et Bah, vous anglais. savez bien que quand vous y étiez, c'était J'ai fait un Boutros-Ghali. passage avec Boutros-Ghali, là Oui. j'étais heureux, parce que le Oui. français dominait Oui, presque. parce que lui le faisait. Lui, Oui, il oui, faisait. oui, oui. Mais on lui en a voulu. Les C'est années probablement une 90. des raisons pour lesquelles on ne l'a pas reconduit. Il était Il y avait d'autres raisons. Les Oui, il y avait beaucoup de États-Unis s'y raisons. sont opposés. Il était trop francophile. Bon, point. Et trop, bref. Et trop non aligné. Oui, Boutros-Ghali avait dit un jour cette belle phrase, le français est la langue du non-alignement. oui, c'est ça. Oui, Grande oui, portée que cette oui, phrase. oui, oui. Ben, Guterres ne l'emploie pas beaucoup. Et dans le temps, on n'acceptait pas qu'un secrétaire général soit désigné s'il n'avait pas une parfaite connaissance du français. Il y en a eu avant Guterres qui ne parlaient pas français. Oui. Oui. Bon, donc c'est ni l'Académie française ni l'ONU sur quelle force peut compter notre langue Mais il faudrait qu'on ait de grands écrivains. Mais vous les voyez, les grands écrivains actuels? sur les écrivains. Oui. Il n'y en a pas Non. Vous avez aimé parmi les premiers Houellebecq, vous l'avez fait lire Ah, j'aime beaucoup des Houellebecq. particules alimentaires, élémentaires, pas Oui. alimentaires, il y Ah a oui, 20 j'aime- ans déjà. Oui, j'aime beaucoup Houellebecq, oui. Il a une ironie mordante et il écrit, contrairement à ce que disait Sceaux, il écrit très bien. C'est un homme qui a beaucoup d'images, beaucoup de... Bon, quelquefois il déborde un peu, mais c'est un écrivain tout à fait remarquable. Et il a un côté Balzac, si vous voulez. C'est un peu notre Balzac actuel. Il croque la société française actuelle avec une intelligence et une précision que j'admire. Alors, vous avez été aussi, j'espère ne pas oublier des facettes de votre vie qui en compte tant, producteur à France Culture. Vous avez produit plusieurs émissions qui s'appelaient Agora, je crois. Oui, pas beaucoup, oui. C'était... Vous invitiez des écrivains. Oui, 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 oui. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'un jeune écrivain qui avait écrit un beau roman qui s'appelait Roman Roi, Renaud Camus. Renaud Camus. Oui, oui, C'est grâce à vous que j'ai fait oui, sa parce que je l'ai connaissance. invité dans ses... Comme tant d'autres personnes. Malheureusement, maintenant, il n'écrit plus de romans. Mais il a commencé par écrire des romans qui étaient remarquables, qui étaient très bons. Il a écrit un roman il y a 10 ans qui s'appelle Loin. Très joli Peut-être, roman. Peut-être, oui. Vous l'avez suivi, Renaud Camus? Moins maintenant, parce qu'il n'est plus dans les grandes... je ne sais pas pourquoi, on l'a poussé dehors.
Alors, je suis content d'avoir mentionné le jury de la carpette anglaise, dont vous êtes le président. C'est un prix que devraient suivre davantage la presse et les Français pour stigmatiser les traîtres de la langue. Ah, mais vous savez, l'AFP a repris les prix que nous décernions jusqu'au jour où nous l'avons décerné à un ministre. Alors depuis ce jour-là... Qui était Valérie Pécresse, non? Oh, je ne sais plus peut-être. Je crois. Elle l'a eu 2 fois, Valérie Pécresse. Ah oui, mais elle le mériterait Pour son encore. acharnement, quand elle était ministre de l'Enseignement supérieur, à autoriser les enseignements, les cours dans les universités en anglais, Si, non pas des cours d'anglais. Ce qui est contraire à la loi. Bon, Un elle n'est pas- ministre elle n'est pas à sa près. s'opiniâtre à bafouer la loi. C'est invraisemblable. Et il y a eu un autre ministre de l'Enseignement supérieur, je crois qu'elle s'appelle Mme Fioraso. Fioraso, oui. Qui a fait la même chose. Oui. Mais dans quel état est la République? Enfin, dans celui que vous dites. Est-ce que c'est une République, votre 5e République? Enfin, la République, c'est le bien commun. Je ne crois pas tellement qu'on ait le souci du bien commun en se réclamant de la République aujourd'hui. Parce qu'on se réclame de la République, mais chacun se réclame de sa République. Oui. La gauche a une conception un peu bizarre de la République. Hein. Très, Ça très n'est pas. plus la Respublica, ça n'est plus le bien commun. Non, c'est une chasse gardée. C'est une Nul- chasse gardée. C'est aussi une opposition à toute l'histoire de France. Aussi, il Nul faut ne dire. sera républicain hors nous et nos amis. Voilà. C'est la règle. Alors, je mentionnais donc une querelle que vous eûtes, et cette fois victorieuse, avec Michel Rocard, vous avez prononcé son nom, Oui. qui, alors Premier ministre, vous président de la SLAF, lance une réforme de l'orthographe, pour soi-disant simplifier l'orthographe. Là, vous avez pris le mort aux dents, Oui, oui. vous menez une campagne, vous mettez de votre côté des gens comme Xavier Darcos, je crois, Ah, mais il y a eu... mais ça- même alors- François Bayrou. Alors, c'était une initiative de Rocard sous la pression d'un de ses conseillers qui s'appelait Monsieur Encrevé, qui est mort maintenant, je ne veux pas remuer sa mémoire de manière désobligeante, et d'un certain Bernard Cerchellini, qui avait été nommé délégué général de la langue française. Petit service qui ne sert plus à grand-chose. Oui. Oui, et qui n'avait qu'une idée, c'était de faire des colloques sur les langues de France, c'est-à-dire sur les patois, voilà. Et alors, ils avaient pondu une réforme de l'orthographe qui n'était qu'un Le début. breton, c'est pas un patois, le corse non plus. Hein, mais enfin, pas ça. Ce n'était qu'un début, leur réforme. Parce qu'ils annonçaient beaucoup... Alors, ça, en réalité, ça n'a pas pris du tout. Et Cerchellini l'avait reconnu lui-même un peu plus tard, et puis maintenant, il y revient. Il a à nouveau agité une quarantaine de personnes pour relancer ça, en prétendant que la langue française se perd parce qu'elle est trop difficile. Mais c'est ridicule. Toutes les langues sont difficiles. L'anglais aussi est difficile. L'anglais, moins, c'est d'ailleurs sa faiblesse. Il est tellement parlé par Oui, mais il est des difficile. peuples différents Il est qu'il difficile. perd son Il est unité. difficile à parler. Pour les latins, Oui. pas pour les Allemands ou les Scandinaves. Oui, oui. C'est toujours les anglo-saxons qui se reconnaissent Oui, dans oui, leur oui. langue respective. Pour nous, Et- il est assez difficile Et à nous, parler. on est à la traîne. Oui. Enfin, à la traîne, ou aux avant-postes plutôt. Justement, de la diversité du monde. Et racontez-nous cette bataille-là. Vous avez même fait une manifestation devant l'Académie Ah, française. mais on a fait une manifestation qui était... En 91, je crois. C'était Claude Agege qui était ministre de l'Éducation nationale. Non, c'était Claude... Claude Allègre, voilà. Claude Merci. Allègre. J'ai dit Marie-Josée Claude de Allègre. Saint-Robert nous souffle le mot de Claude Non, Allègre. Claude Agege était de l'autre côté, au contraire. Donc c'était Claude, oui. Alors, on a été de l'Institut à la rue de Grenelle. Le ministère de l'Éducation. Oui, on nationale. nous a arrêtés avant, ce qui a permis au ministre de l'Éducation nationale de dire qu'il avait vu personne. Voilà. Mais il y avait du monde. Donc Ah, mais il y on avait peut beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des milliers de personnes. Oui, oui, oui. Et naturellement, la dépêche de l'AFP a dit qu'il y avait beaucoup de cheveux gris. Et oui, c'est Non, vrai. mais, vous savez, la manipulation est générale. Hein. C'est-à-dire que l'esprit public est mené par une oligarchie Or, qui il y avait n'aime tout pas le la monde. France, qui Or, n'aime il y pas avait le tout le monde. français. Il y avait tout le monde. Il y avait des jeunes. Oui, À la bien SLAF, sûr. il y a des jeunes, bien entendu. Dire qu'avec des cheveux blancs, c'était ridicule. Ça a été diffusé. Voilà. Que faire Bah, Vous bah, gardez rien. votre pessimisme, ça, Oui, oui, Robert, bien sûr, je voulais faire. On peut plus que témoigner. par vos livres. Oui.
par tout ce que vous avez écrit et ce que vous écrirez encore. Oh, Vous voyagez beaucoup. Vous arrivez à écrire parmi tous vos non, voyages. je ne voyage plus. Vous étiez en Chine il n'y a pas si longtemps. Oui, j'étais encore valide. Vous vivez beaucoup en Suisse. Vous aimez faire des voyages avec votre Petit femme. voyage, j'appelle ça des déplacements. Ah, des déplacements, c'est un peu officiel, les Oui, déplacements. oui. Vous ne voyez pas, après avoir vu tant de présidents de la République, vous ne voyez pas le président Macron, donc vous n'allez pas Non. lui tirer les oreilles, vous Non. n'avez pas ce pouvoir. Non, il ne sait pas. Ou François Hollande. Non, non, il a refusé de me recevoir quand il n'était pas dans la République. Ah. Et Nicolas Sarkozy. Non, je l'ai vu une fois, mais sans conséquence. Vous allez les louper, ces trois-là, alors que tous les prédécesseurs, vous les avez Oui, rencontrés oui, bien. Et ceux-là n'avaient vraiment pas d'intérêt. De Gaulle, Pompidou, Oui. Giscard. Non, j'ai pas vu Giscard. Enfin, j'ai vu Giscard quand il n'était plus président. Alors, une anecdote pour conclure, nous sommes près du terme de cette conversation. Dans quelles circonstances, alors que vous le fustigiez dans les colonnes du Monde, et, C'était l'époque où j'étais à l'ambassade de France à Bruxelles, comme conseiller culturel. nommé par Chirac, il faut le dire. Pardon ? Nommé par Chirac. Oui, comme conseiller culturel et scientifique. Et Giscard venait au Salon du Livre signer un de ses livres. Alors, l'ambassadeur, M. de Nazel, qui n'était pas du tout giscardien, ne voulait pas l'accueillir. Il m'a dit, c'est à vous, il vient pour le Salon du Livre, vous êtes conseiller culturel, c'est à vous. Mais il savait que ce que vous aviez écrit contre lui. Oui. Alors là, je dis, mais c'est très embarrassant. Parce que oh, bah, ça fait rien, c'était bon. Alors là-dessus, le chef de cabinet de Giscard me téléphone à plusieurs reprises. Il fallait aller le chercher en voiture. J'avais le service culturel avait une vieille guimbarde tellement affreuse que je ne pouvais même pas me déplacer avec pour aller accueillir Giscard. Alors je dis, c'est impossible que j'aille, je ne peux pas aller le chercher à la sortie de l'autoroute. Alors là-dessus, il me dit, bon, il viendra par avion et la voiture suivra par la route. Et donc, alors il faut que Vous avez pu prendre la voiture de l'ambassadeur. Alors donc, je prends une des voitures de l'ambassadeur pour aller le chercher à l'aéroport. À l'aéroport, voilà. Et alors, je franchis des trucs qu'on ne franchit pas d'habitude, puisque j'avais le droit de le faire. Je vais le chercher, il descend, je lui prends sa sacoche, il me dit, regarde avec lui, il me dit, vous êtes à Saint-Robert ? Je lui dis, oui, monsieur le président, j'espère que vous n'êtes pas contrarié, que monsieur l'ambassadeur m'ait chargé de vous accueillir. Non, mais je réserve mon jugement. Et vous étiez tous les deux dans la voiture ? Ah, il m'a quand même... Oui. Et pas de conversation. Si, après, il était relativement correct. Est-ce qu'il se rendait compte des Mais boulets que vous lui tiriez dessus ? Mais après, il a demandé à l'ambassadeur pourquoi j'étais là. Qui m'avait nommé là. Il n'était pas content. Oui, il n'était pas content, oui. Bref, vous les avez tous connus, Oui. pas les trois derniers, Non, si non, tant est qu'il soit pas président et qu'il y ait une Je n'ai république. pas perdu grand-chose. Alors, à quoi occupez-vous vos jours, Saint-Robert ? Le temps passe, vous écrivez, vous vous désolez, Je lis un peu, voilà. en ce moment. Oui. Qu'aimez-vous ? Quels sont vos grands livres de référence ? Oh, j'ai toujours du mal à répondre quand on me pose la question, parce que je lis toujours plusieurs livres à la fois. On compare beaucoup votre style à celui de Chateaubriand. C'est Oh, pas bon, le premier. Je suis oui. pas le premier à le faire. Oui, vous bon, avez bon. un style très à l'ancienne, avec de grandes périodes. Oui, si Très on belle. veut, si on veut. Mais j'aime bien écrire. J'écris comme... On n'apprend pas à écrire, vous savez, l'écriture, c'est quelque chose de naturel. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Écrire n'est pas jouer Oui, oh, ben, c'est un livre où j'ai rassemblé beaucoup de choses que j'ai écrites sur des écrivains, sur des auteurs, voilà, qui est une façon de dire ce que j'aime, effectivement. ». Vous ne me dites pas quels sont les grands auteurs que vous aimez, les grandes Il y lectures. a Malraux, il y a Monterland, il y a Mauriac. J'ai été très marqué par Paul Claudel dans ma jeunesse. Oui. Vous aimez le théâtre aussi, j'oublie de J'aime dire. beaucoup le théâtre. On vous oui. voit souvent au Théâtre du Nord-Ouest, par Oui, exemple. oui. J'aime beaucoup dirigé le par théâtre, j'aime notre beaucoup ami le théâtre de Commun Génère. Claudel, j'aime beaucoup le théâtre de Monterland. J'aime beaucoup le théâtre. Et puis... Vous n'avez pas écrit pour le théâtre ? Non. Si. Sur le théâtre de Monterland, si. Pas sur le théâtre de Claudel. Sur le théâtre de Monterland, mais pas de pièces de théâtre. Non, je n'ai pas écrit de pièce de théâtre. Oui, non. oui. Vous avez écrit des romans ? Un.
Un roman. Cette même douleur démente. Oui. C'est un titre emprunté à Paul Claudel. C'est un titre... Vous avez barbouillé ce livre. Ah, mais je barbouille mes livres, moi, qu'est-ce que vous voulez? Il ne faut pas me les donner, je ne vous les rends pas après. La citation, c'est « Mon esprit n'a pas plus de repos que la mer, c'est la même N'allez douleur... pas trop vite, n'allez pas trop vite. Mon esprit n'a pas plus de repos que la mer, c'est la même douleur démente. » Et c'est emprunté au très beau poème de Paul Claudel qui s'appelle La messe là-bas. Cette même douleur démente, quelle est-elle, cette douleur démente? Oh, bon, je ne sais pas, c'est une histoire de jeunesse. Hein. C'est une histoire d'amour. Peut-être, oui. Bon, votre œuvre est foisonnante. Je n'arrive pas à vous faire dire, bien que vous soyez de naturel pessimiste, des choses sur le monde tel qu'il va et la France telle qu'elle va. Vous n'êtes pas effrayé par la situation du pays, vous, le gaulliste, l'amoureux de la France? Mais c'est consternant, ce que je vous dis, c'est consternant. Tout passe. Personne ne s'oppose à rien. Toutes les bêtises passent les unes après les autres. L'avachissement est général. La moindre minorité impose son point de vue sur tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a plus de... C'est pour ça qu'il n'y a plus de république. Parce que c'est... Ni de démocratie, d'ailleurs. Oui, oh bah, ça, quand vous lisez dans un journal que la drogue se démocratise, vous savez bien que la démocratie n'existe plus. Sans parler du référendum de 2005, tellement bafoué. Oui. Alors, raconter une anecdote, ce sera notre dernière, la dernière, qui est bouleversante. Nous revenons à vos entretiens avec Georges Pompidou. Oui. Et vous lui dites un jour, vous savez, le flot migratoire commence à inquiéter certains Français. Nous sommes en 71, je crois. Oui. On lit ça toujours dans ce merveilleux ouvrage, oui. Le secret des jours. Il est le premier à m'avoir dit... Et il vous a répondu? Il est le premier à m'avoir dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est le CNPF, qui était le patronat de l'époque, c'est le CNPF qui insiste pour l'immigration parce que ça permet de maintenir les salaires au plus bas niveau. Les salaires au plus bas niveau. Donc il y a une politique délibérée. Oui, absolument, oui. Et qui se poursuit aujourd'hui. Ben oui, d'ailleurs, oui, ne nous embêtez pas avec ça, parce que vous allez faire monter les salaires, mais c'est une politique stupide. Qui conduit à quoi? Une immigration massive ou invasion? Maintenant, ça devient de l'invasion. Parce que c'est inassimilable. Oui. On parle d'assimilation, mais on vous dit la France a toujours été un pays d'immigration. C'est une imbécilité. Parce que, bien sûr, il y a eu de l'immigration, mais c'était des immigrations personnelles. C'était des cas d'école, c'était des cas de personnes. Individuels. Aujourd'hui, c'est des peuples qu'on importe. Et encore, ça a commencé au 19e avec les Polonais, puis les Italiens. Alors on dirait que c'était déjà des gens de culture chrétienne, entre guillemets. Mais il y avait quand même un substrat commun avec ces gens-là. Aujourd'hui, il n'y en a pas. L'islamisation de la France vous inquiète? Oui. 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 Encore qu'à mon avis, tous les musulmans ne sont pas dans le sillage des islamistes. Mais c'est leur voix qui domine. Oui. Même s'il n'y a que 10 ou 15% de combattants de la foi parmi les 10 millions de musulmans, oui. Ça fait quand même beaucoup. Oui, non, mais... Et alors, personne n'a jamais voulu s'en rendre compte. Oui. Et maintenant, ça devient tellement évident. Mais le grand remplacement de votre ami Renaud Camus est devenu une réalité. Et vous voyez que le président de la République, il hésite devant tout ça. Il le voit, mais il n'ose rien faire. Vous croyez qu'il est libre? Il n'est pas libre dans son mental, mais il est libre. Bien sûr qu'il pourrait faire autrement. Vous savez qu'il a écrit un seul livre qui s'appelle Révolution. Oui, je ne l'ai pas lu. Oui. C'est très intéressant. Oui. Et pardon de revenir une dernière fois sur le Nouveau Conservateur. On dissèque le livre d'Emmanuel Macron, Révolution. C'est pour ça qu'il est mauvais dans les questions internationales, c'est qu'il n'y comprend rien. Pour lui, l'objectif ultime à atteindre, c'est la révolution numérique. Ah oui. C'est l'homme augmenté par l'intelligence artificielle, par les robots. Oui. Il ne pense qu'à ça. Les robots, le numérique, l'intelligence artificielle, la création d'un homme nouveau. En quoi il est révolutionnaire? Oui. C'est toujours ça, la révolution, créer un autre homme. Il voit bien aujourd'hui à quoi ça mène, non? Eh oui. Il ne peut pas ne pas voir que c'est en train de faire éclater de l'intérieur notre civilisation. Et l'humanité entière. Oui. Alors, l'humanité est abétie par les machines. Et puis qui viendra après lui, on ne sait pas.
Vous savez, il y a une phrase du général de Gaulle, reprise par Bernanos dans un de ses beaux ouvrages, l'un des derniers, La France contre les robots. Oui. C'est une phrase du général de Gaulle du discours d'Oxford de 1941. Oui, La machine a pris possession du monde. oui, oui. Elle n'a pas pris possession de l'homme, plutôt. Bah, ça vient. Bah, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est ça. On va vous mettre des électrodes dans le cerveau. Des puces sous la peau. Oui. Voilà, et on trouve que c'est le progrès. Mais le progrès, c'est un état concentrationnaire. Oui, Totalitaire. oui. Oui. Quelle phrase. Ben oui. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes conservateurs. Comme dit un de nos amis communs, Alain de Benoît, être conservateur, c'est ne pas conserver les cendres, c'est s'attacher aux choses éternelles. Ah, il dit ça, oui. C'est ça, être conservateur. Ouais, ouais. De ce point de vue, vous comprenez le conservatisme. Oui, oui. Vous écrivez d'ailleurs des chroniques magnifiques dans chaque numéro du Nouveau Conservateur, Quelquefois. dont je vous remercie. Je ne sais pas d'ailleurs de quoi je ne peux pas vous remercier, tant vous m'avez apporté, je dois dire. Cher ami, En c'était un 40 ans. bonheur. C'était un bonheur d'avoir votre soutien. Oui, enfin, le directeur de cabinet que j'étais était un peu indiscipliné, paraît-il. Non Vous arriviez tard le matin. Oui, je partais tard le soir. Oui. Que faire maintenant? Vous avez, puis-je dire ça comme une insolence de page, comme disait Monterland, Non, Mauriac. Mauriac, une insolence de page. Oui, c'est François Mauriac qui parlait de mon insolence de page quand j'étais jeune. Alors je peux avoir une insolence de page, Oui, bien sûr. pour finir. Oui, bien sûr. On peut dire que vous n'avez plus la vie devant vous, Que je n'ai plus. la vie devant vous. Ah bah non. Dieu merci. Dieu merci. Parce que ça m'évitera de voir toutes les horreurs que vous verrez peut-être, vous, cher ami, qui êtes plus jeune que moi. Pas tant que ça. Et qu'avez-vous devant vous alors? Bah, vous savez ce que disait le général de Gaulle, même quand on va vers la mort, on va vers la vie. À Rome, Alors, il a dit ça à Rome, en 68. lors de son dernier voyage auprès, je crois, de Paul VI. C'était encore Paul VI, oui. Oui. On n'a pas dit ça, il correspondait avec Paul VI beaucoup. Non, mais là, il était à Rome. Oui. Et Il y avait a une dit correspondance ça, avec le il pape. a dit ça devant la communauté ecclésiastique française de Rome. Voilà. Oui. Même quand nous allons vers la À mort, l'époque, nous on allons avait vers eu- la vie. C'est un très beau, très belle phrase. Même quand nous allons vers la mort, Nous allons vers la vie, oui. Comment comprenez-vous ça? Voilà. Mais c'est une autre vie. Une autre vie. Voilà. Merci d'avoir été si parfaitement vous-même au cours de cette conversation et tout au long de votre existence, avec une constance qui ne s'est pas démentie depuis les jours où, en pleine effervescence, je lisais vos premiers ouvrages. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, je le dis tout simplement, parce que vraiment, je vous dois beaucoup. Merci de votre aide. Et je vous dis à bientôt.